presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis. Et comme tous les jeudis, j'ai le plaisir d'être en compagnie de mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute, ça va très très bien. De retour du Wipiti à Toulouse. Ouais, exactement. Écoute, on a rencontré plein de monde, c'était vraiment très très sympa. Si vous nous avez rencontrés là-bas, ben, on fait des gros bisous. Exactement, on fait des gros bisous. Et pour ceux qui ont eu peur de venir nous voir, venez nous voir, on va pas vous manger. Ah bah toi peut-être, mais non. En tout dépend. cas voilà, très bonne ambiance, c'était vraiment très sympa. Mais on va revenir à nos moutons puisque cette semaine il a le vent en poupe. Je ne sais même pas si on le peut vent dans le dos. Voilà, c'est vraiment là, il vole grâce. J'essaie de faire des métaphores avec la tempête d'aujourd'hui, mais j'arrive pas. Thomas Echen est avec nous. Salut Thomas. Salut Comanche, salut Chichi. Salut Thomas. Je crois que c'est la première fois que tu t'assis dans ce fauteuil. Les deux fois d'avant, t'étais dans le fauteuil à côté. Je suis pas sûr, mais non, toi tu te rappelles plus. Je me souviens avec Julien j'étais à gauche et avec Thomas aussi. Je crois qu'avec Thomas t'étais aussi à gauche. Oui, donc je disais t'as le vent en poupe. Non, je sais pas là. Je te posais la question avant, je vais te la reposer maintenant à l'antenne. La vie est belle. La vie est belle. On savoure. On arrive à savourer quand même. On arrive à savourer quand il y a tellement de belles choses qui nous arrivent. Après une semaine ou deux de repos, oui. Sur le moment, pas du tout, paradoxalement. Trop d'adrénaline, de choses qui... Beaucoup trop associé à la fatigue, à beaucoup de messages, je sais pas. Trop de choses qui se passent. Et comme j'en ai parlé au RMC Poker Show, je me suis même... je connais pas cette émission. Je me suis pas senti super bien juste après la win. Ah ouais? Ouais. Raconte. On va tout de suite dans le sujet. Après, on reviendra en arrière, mais pourquoi? Pour résumer, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui savent pas ce que Thomas a win. Donc il a gagné le PT de Barcelone au mois d'août. C'est ça. Pour plus d'1 million de pépettes. Pour ma première victoire live, c'est un vrai que c'est ton premier titre. Ouais. T'avais pas mal de deuxième place. J'en ai eu 3 de deuxième place. Mais et tu t'étais persuadé que ça allait arriver ou pas? Un jour qu'il y allait persuadé, on n'est jamais sûr, mais à force de jouer, surtout sur des plus ou moins petits fields, il y a un moment donné, a priori, ça devrait finir par tomber. Et j'ai eu de la chance que ça soit sur un gros field et sur un EPT, donc je me plains pas. Bon, dis le mec qui est tombé sur un espresso à 2 millions. J'avais une petite chance que ça tombe. J'ai pas le droit de kiffer. C'est vrai. Non, mais alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe juste après la win? Pourquoi t'es pas bien? C'est plusieurs choses. Il y avait les 7 jours de PT, la fatigue accumulée pendant les 7 jours, et j'ai des potes de Lyon, enfin de différents endroits de France qui sont venus me rendre visite. Forcément, on est sorti après, fêter ça. J'ai très peu dormi. Le lendemain, j'ai reçu un nombre incalculable de messages et j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de répondre à tout le monde. Ouais. Et là, ça a pompé toute l'énergie qui me restait, j'en pouvais plus. Et ouais, je suis arrivé à Malte. J'ai gagné un EPT, quoi. Et en fait, je suis pas plus heureux que ça, quoi. Je suis pas bien, je suis même vraiment pas bien. Et là, je dois participer au RMC Poker Show. Et j'étais vraiment pas bien. J'ai fait comme j'ai pu. Et après quelques nuits de sommeil, ça allait beaucoup mieux. Et c'est marrant parce que Thomas Brzezinski, qui a gagné à Malte, je l'ai rencontré après sa win. Et je lui ai conseillé de pas répondre au message. Et on s'est vu genre 5-6 jours après. C'est trop bizarre. Depuis, tout le monde pense que c'est un connard. Non, mais c'est marrant parce qu'il a ressenti la même chose que moi. Pour des raisons, j'imagine, semblables. Mais il s'est pas senti bien non plus après sa win. Est-ce que tu te sens un peu comme... Enfin, c'est quoi ce sentiment? C'est une descente, un peu comme un imposteur aussi? Je pense que c'est un peu comme quand tu prends des produits, tu vois, tu as une grosse montée et il y a tout qui vient vers toi. Je sais pas, tu... Trop une grosse dose de bonheur d'un coup. Ouais, et quand tu redescends à la normale, en fait, tu te sens pas bien. Un peu comme si tu prenais des produits, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as eu un espèce de syndrome de l'imposteur, dans le sens où tu te dis, bah, j'ai gagné un truc incroyable que tout joueur de poker veut gagner et ça me fait rien. Enfin, t'as eu cette impression un peu?
De te sentir coupable putain, pourquoi je suis pas en plein kiff? C'est marrant parce que quand on run bad en MTT, on a l'impression que c'est pas juste d'enchaîner pas d'ITM, ça peut être très long. Et quand enfin je me mets à gagner, je me dis c'est pas juste non plus. On était 2050, pourquoi moi, tu vois, genre. Putain, vous étiez et 2050. c'est bizarre. On est jamais vraiment satisfait, même quand on gagne au final. Non, là, bon après coup, par contre, 2 semaines après, faut être content les gars au poker. 2 semaines après ça va. Mais sur le moment, c'est dur à gérer toutes ces émotions. Ouais. Ah, le virement bancaire, il arrive quand? Il arrive avec combien de jours après? Ça dépend des moyens de paiement. Toi, t'as demandé en J'ai demandé pièces de 10 euros. En 3 différents de moyens 2 de euros. paiement, mais une dizaine Ok. de jours. T'avais 100% de ton action? 97,5 pour grosse être partie. précis. Ouais, t'avais des petits. Il y a un swaps. mec qui a vibré. Il y a un mec qui a kiffé. Il a fait kiffer des. On a swap à la fin avec un Français, Damien Gaillet. D'accord, mais bon, oui, bon. Après, ça reste du swap. C'est pas. Enfin, tu gagnes dessus. En late, du coup, vous avez swap? C'est ça, 35 left, 40 left. Ça, par exemple, quand tu reçois le montant que tu as gagné, ça remonte un petit peu. C'est pas, il y a une petite euphorie de voir son compte bancaire avec pas plus que ça. Pas plus que ça, la vie poursuit son cours. Je dirais juste qu'on appréhende les semaines suivantes avec forcément plus de légèreté. On se prend moins la tête par rapport au downswing si on en avait un. Moi, c'était le cas par exemple. J'ai eu une année et demie assez difficile avant Vegas, parce que Vegas, ça s'est bien passé aussi. Mais avant Vegas, ouais, j'ai eu 18 mois compliqués en live. Donc, ça fait du bien. T'as eu ce flow de. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression, pour faire référence à notre plus grand philosophe du poker, Patrick, qui nous parle tout le temps de cycle. Mais tu vois, tu nous dis qu'à Vegas, t'as déjà commencé à être. Enfin, t'as fait un bon Vegas, etc., où ça se passe bien. Donc, t'avais un peu ce flow positif que t'as amené à Barcelone. Tu ressens que ça influence beaucoup ton jeu, ton mood au global? Mon jeu, je pense pas. Je pense que je joue je sais pas, j'ai un style de jeu. Il va pas changer en fonction de mon run et en fonction de mes résultats. Il va changer en fonction de si je décide de changer quelque chose dans mon jeu simplement. Et est-ce qu'il y a des petits éléments, par exemple, tu vois, en live, surtout en live, où quand on sait qu'on est en pleine forme, qu'on est bien focus, tu vois, on va vraiment capter tous ces petits éléments, tu vois, par exemple sur l'autre. Alors peut-être que quand on est fatigué, on y fait moins attention, ou tu le ressens ça un peu ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je progresse. Je me faisais la réflexion, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je pense que j'étais un bien meilleur joueur de live quand j'ai commencé le poker il y a genre 15 ans à peu près. J'avais une énergie qui était différente sans doute aussi, mais j'étais capable de rester concentré pendant de longues heures, même sur les mains que je jouais pas. J'observais mes adversaires et les moindres faits et gestes, je regardais tous les détails. Et quand j'avais des showdowns, je me refaisais le film de la main. Et en gros, grosso modo, entre 8h du soir et 1h du mat, j'étais une énorme serrure. Et après 1h du mat, je profitais de mon image de NIT pour faire des énormes bluffs dans des spots où je prenais les tels que j'avais accumulés pendant les 4 heures précédentes. Et je crochais bien en live à l'époque. J'avais pas les connaissances techniques que j'ai aujourd'hui grâce au solver. Mais c'était beaucoup d'intuition et ouais, j'étais un meilleur joueur de live, je pense. J'aimerais on n'a pas eu l'occasion, à chaque fois tu es venu avec quelqu'un et on n'a pas eu l'occasion de parler de vraiment les bases de d'où tu viens. Thomas Echen. Ouais, Thomas Echen, l'homme derrière le mythe. Est-ce que tu viens de Lyon? Pas du tout. Je viens d'une commune à côté de Lyon, sur la colline qui s'appelle Sainte-Foy-les-Lyons. Voilà. Oh, c'est beau comment tu dis ça, sur la colline. Ouais, attends, alors t'as quel âge, Thomas? T'as une bonne trentaine, toi? 35 ans. T'as 35 ans. Ça passe vite. Est-ce que dès que t'es petit, est-ce que le Thomas Echen d'aujourd'hui, finalement, c'est pas si étonnant qu'il arrive là? Est-ce que t'étais un peu prédisposé, pardon, à tu vois, avoir une logique, à réfléchir, à jouer? Je pense que j'étais prédisposé à avoir ce métier-là et comment dire, pour plusieurs raisons. D'une part, le poker requiert une certaine logique. Je pense que j'en ai une correcte, on va dire. J'ai toujours adoré les maths, les jeux de logique, ces trucs-là. Et aussi par rapport à mes études, ça me convenait pas en fait. Tu faisais quoi comme études? J'étais en école de commerce, mais depuis la 3e, mes parents ont poussé pour que je fasse une année de plus à chaque fois. T'avais un peu ton parcours tracé un peu. J'en parlais dans une interview, mais je pense qu'on n'est pas tous câblés pour être assis 10 heures par jour sur une chaise à écouter un prof. Il y en a qui arrivent bien. Moi, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire ce que j'ai envie de faire tout le temps.
Et j'avais toujours eu du mal avec l'autorité, que ce soit avec mes parents ou avec les profs. Et avoir l'opportunité de gagner rapidement de l'argent, c'est ce qui m'a permis de voler de mes propres ailes et de n'avoir à rendre de compte à personne. C'est à la fois un avantage quand on est joueur de poker, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il y a vite moyen de se laisser glisser si on ne fait pas correctement les choses. Quand tu étais gamin, c'était quoi ton rêve de gamin? Si tu avais pu faire, je sais pas, n'importe quel métier, c'était quoi que tu voulais faire? Ce que je disais depuis très jeune, mais c'est pas forcément ce que j'aurais voulu faire, mais en tout cas, quand on me posait la question, c'était trader. Et au final, ça m'aurait... C'est marrant. Mais trader, ça fait pas rêver les enfants, quoi. Puis déjà, non, mais connaître. Je pense que c'est mes parents qui m'ont mis ça en tête. Parce que j'aimais les chiffres et ils m'ont dit, tu ferais bien un bon trader très vite, très tôt. Et du coup, ils t'ont mis en école de commerce. Et au final, le poker, ça y ressemble pas mal. Quand on effectue des mises post-flop ou pré-flop, c'est des trades en quelque sorte, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, il y a pas mal de traders qui viennent du poker et inversement, enfin. C'est un monde qui se croise très vite. Il y a beaucoup de similitudes. De plus en plus, quand les cryptos ont émergé, qui ont été très présentes depuis le début dans le milieu du poker et qui ressemblent, c'est les codes du milieu du trading globalement, quoi. Donc, c'est vrai que tu t'es. Et comment tu as découvert le poker, tu vois, réellement? C'est à quel moment tu as eu la découverte et après la bascule en mode, ok, je peux en vivre? La découverte, c'est marrant parce que j'ai croisé celui qui m'a appris le poker hier à Lyon. Ah ouais? Ouais. Je lui dois beaucoup. D'ailleurs, 1 million, il m'a dit. J'ai encore en tête, il faut que je lui offre quelque chose. Donc, mais bref, il m'a appris les règles. Il m'a appris le jeu quand on était en seconde et on jouait on était complètement piqués tous les jours entre midi et 2. Après les cours, dès qu'on pouvait, on jouait. Et rapidement, on a augmenté les mises jusqu'à ce que ça devienne assez malsain entre potes. On jouait de l'argent de poche. Okay. Et j'ai souvenir qu'en fait, il y avait un de mes amis qui nous rasait complètement. Il était bien au-dessus et il aurait fait une bonne carrière derrière dans le poker. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai simplement tapé sur Google comment gagner au poker. Donc, je suis tombé sur des livres, e-book, Let's Zerby Ranch, Easy Game. J'ai acheté aussi. Let's Zerby Ranch, t'es tombé, je sais pas sur quel site t'es tombé, mais à l'époque, ça valait une blinde. C'était de Nguyen, non? Si, c'était un. Attends, toi, tu confonds avec le Baluga Well, non? Le livre qui était à l'e-book de. Non, mais celui de Let's Zerby Ranch, c'est un des premiers, tu sais, les e-books qui sont sortis à $1000, quoi. Ça coûtait très cher. Il me semble qu'il coûtait cher à l'époque, mais par la suite, oui, après, soit il était gratuit, soit je sais pas comment je l'ai obtenu, mais je l'ai pas payé. Je crois que c'est Nguyen, je sais plus. Je crois pas. J'ai pas souvenir de ce nom. Ok. Vas-y, tu tombes là-dessus. Je tombe là-dessus. Il y a aussi Poker Cadillac. J'ai pris des coachings aussi. Je m'en souviens parce que j'ai eu une interview. T'as directement investi. Enfin, tu t'es dit. Non, les coachings, je les ai pris par la suite. Après, ok. Donc, on a beaucoup joué entre potes et mes deux. Nguyen. Bon, Slow Habit, c'était son pseudo. Ouais. Ok. Voilà. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais donc j'ai appris. Avec ces e-books et du contenu qu'il y avait disponible aussi, de Limper, ces trucs-là. Il y avait Blue Fire de Phil Galfond. Card Runners à l'époque. Sûrement, il y avait pas mal de choses au final. Et à la fin de l'été, tous mes potes me devaient de l'argent. J'étais devenu vraiment... Ouais, j'étais le seul à avoir fait l'effort d'apprendre. De bosser, quoi. Et j'ai monté ma première bankroll online. J'ai souvenir des émotions d'avoir ship un tournoi... Je crois que j'avais genre 1005 ou 2000 sur le compte, mais c'était des sensations incroyables. Je sais pas si vous vous souvenez les premières wins, les premières wins, les premiers gros pots, les premières wins, c'est incroyable. On en parle souvent avec nos invités et souvent cette première win, t'as jamais revécu ça. Jamais. Même quand c'est pour des, là par exemple le PT Barcelone, c'est complètement différent. Ça sera jamais pareil. C'est ça. C'est les premières fois que tu vas au casino et que tu gambles, c'est une saveur particulière. Déjà parce que je pense qu'il y a aussi cet aspect, c'est que les premières fois tu gambles réellement. C'est pas ton métier, t'as pas bossé pour, tu vas vraiment, tu gambles, donc t'as vraiment l'émotion entre guillemets pure du jeu, du gambling. Et puis les montants sont pas les mêmes, c'est-à-dire que quand t'as 20 ans et que tu gagnes 1000 €, ces 1000 €, ils valent pas aujourd'hui quand tu gagnes 100 000. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent qui te permet de faire des choses que t'aurais jamais pu imaginer 2 jours avant, genre et dans ta tête tu sais pas quelle peut être la limite. Tu te fais beaucoup de films, j'en sais rien, il se passe beaucoup de choses. En général, tu multiplies par 30. Tu multiplies par 30, donc j'ai gagné 1000 aujourd'hui, fois 30, je vais faire un mois à 30 000, voilà. Faire du game. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, tu commences un petit peu à mettre le nez dedans. Mais en plus, on a une période, parce que quand tu jouais avec tes potes au lycée, on a une période où le poker est déjà en plein boom. C'était à l'époque de... Full Tilt Poker, Everest Poker, les tables Shasta. Ah ouais, Everest. Sur Everest, c'était incroyable. Oui, donc en plein boom, ça 2005-2006, non, un truc comme ça, non?
Je suis très mauvais pour Ouais, les dates, c'est mais dans ces j'avais. Ouais, c'est ça. Juste avant d'avoir 18 ans. Bon, je jouais sur le compte de mon frère et de mes parents à un moment donné pendant une année. C'est bon, le tien, les gars. Ouais, et donc, sinon, Tu montes à Brown Bankroll, tu joues quel format? Que MTT à ce moment-là? ça c'était MTT. J'étais une énorme barre de fer. Je me souviens, j'avais As-Dame-Off UTG, c'était foldé. En MP, Roi Dame-Off foldé. Enfin, j'étais très très neat, mais je crushais bien. Je me souviens de mon graphe, il était en T'es droit, escalier. ça me fait bien. Et ensuite, donc ça c'était une petite bankroll, c'était genre 1500 ou 2000. Et ma deuxième bankroll, je l'ai montée en live à Lyon. Au Lion Vert. Au Lion Vert et au Pharaon, surtout au Lion Vert. J'ai perdu mes 400 premiers euros qui étaient de l'argent de poche. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Et là, j'étais broke, j'avais rien, c'était de l'argent de poche, rien du tout. Et j'avais vu qu'il faisait n'importe quoi. Et je demande à ma sœur de me prêter 300 de plus. Wow. Et que je savais que je pouvais lui rendre 2-3 semaines après. Je l'empruntais pas en mode je m'endette et je fais nimp. Et Tu là, lui as dit que c'était pour jouer par Ouais. contre Ouais, ok. Attends, 300, c'est un buy, non? Ouais, c'était D'accord. C'était un buy-in. C'était C'est- la 2-4. Ouais. Et le premier buy-in des 400 pour le petit wine, bref, je le perds sur un bad beat. Et là, j'étais en mode non, il faut que j'y retourne. Donc, j'y retourne. Et à partir de là, j'ai 20 soirées positives d'affilée. Je tenais mes résultats sur un Excel. Waouh, 20 soirées. Et ouais, ça se passait très bien. J'ai souvenir d'un moment où j'aurais pu broke la 4e soirée, il me semble, où je fais folder les dames pré-flop en faisant un 5 bet all-in avec paire de 8. Il me montre Ah ouais, les dames. t'étais plus neat là du coup. Et au T'es lead fini là. bankroll- T'étais plus neat. Ah non, là. j'étais plus. C'est vraiment les 5 premières soirées, je suis au lead bankroll. Donc, j'ai 300. La deuxième soirée, j'y vais avec 500. La troisième avec, je sais pas, 700. Et je mets tout à la table à chaque fois. Et bon, ça se passe bien. Je monte en 20 sessions, pas tant que ça au final, parce que quand on dit 20 sessions, vous pouvez penser à des gros chiffres. C'était seulement 10 000 euros. Et à la 20e session, c'était à l'époque du gros boom du poker. Le week-end, il y avait 8-10 tables qui tournaient en cash game au Lion Ouais, Vert. c'est énorme. C'était incroyable. Et du coup, il y avait des longues listes d'attente pour jouer. Et ce soir-là, la 20e session, 21e, j'ai dû attendre 4h30. Je m'étais promis de jamais jouer au jeu de table, mais au bout de 2 heures, Ouais. j'ai craqué, j'ai mis des 5 euros à la roulette. J'ai monté 900 euros. Et là, on m'appelle pour la table, Monsieur Echen, vous avez votre site. Et au lieu de prendre les 900 de profit d'aller jouer au poker, j'ai tout mis sur le noir. les colonnes entières, Ouais. 450. Et je me répète parce que j'en parlais dans une interview précédemment, mais là, il y a le zéro qui tombe et t'as le chef de table assis sur sa chaise haute qui fait yes. Je savais que ça finirait par arriver. Le Et je bâtard. regarde What en mode comment il peut. C'est quoi son problème? Genre, on se connaît pas. Genre, Pas ouf pour la comment il clientèle. peut être quoi. C'est content pas pour moi, tu vois? ouf. Surtout que c'est pas pour lui l'argent. Et là, ça m'a mis dans un état de tilt. Genre, alors même que j'arrive au poker, je suis break-even au final. Mais t'es tilté. Je me suis mis à 3 bêtes, à open toutes les mains, à faire n'importe quoi. Ouais. Ça a été ma première session négative. Voilà. De beaucoup? Tu te rappelles? J'ai perdu. Donc j'avais 10 000 de bankroll et j'ai perdu 3 sessions de suite, l'équivalent de 3 000 euros, donc 30% À cause de ce Ouais. putain de floor, quoi, qui... À cause d'un yes. C'est clair, à cause de Yes. Ça, oui, regardez, il y avait son match de foot derrière, ils ont marqué, tu sais, yes! Peut-être que T'as j'ai pas mal vu interprété le T'as truc. mal interprété, quoi, Mauvais ride, tu vois, mauvais ride. C'est ça. Et puis, à quel moment ça commence à prendre vraiment plus de place? Et parce que déjà, à ce moment-là, tu es en pleine étude ou pas? Je suis dans mes études, alors je saurais pas. Et tu vas jouer le Si. soir et... Je devais être au lycée et j'ai fait un IUT. Donc à la période de l'IUT, je me souviens que j'allais pas mal au casino aussi. Donc ça devait être pendant mes années d'IUT. J'ai été ensuite pris en école de commerce à Kedge. C'était Euromed Marseille à l'époque. Et là, au tout début de mes études à Marseille, au bout de 3 mois, j'ai eu une opportunité pour rejoindre une coloc poker à Malte. C'est le début de la fin. Et, Ah ouais. On connaît ça. et là, c'est un prof de maths qui hésitait à y aller. Et finalement, il a gardé son poste de professeur et il m'a dit bah, si tu veux y aller, je te laisse ma place. C'était Elie Nakache ou pas? Il était prof de maths, Elie Ouais, Nakache, c'est vrai. d'ailleurs, je crois. Ah ouais Je sais pas, il a pas tant comme ça des profs de maths dans m'en- le... Je sais pas, c'était sur Skype, mais j'ai pas souvenir que c'était Ellie. Ah, Après, tu sais quoi, parce que pas si plus c'est loin. Ellie, ça serait très serait drôle, parce qu'en fait, incroyable. parce que finalement, tu dis, cette coloc, en fait, elle était bénie. C'est-à-dire celui C'est qui clair. prenait le spot, même si tu prenais pas le spot, en fait, C'était tu bon. gagnais un Il y avait qui bracelet, dans tu cette gagnais... coloc, tu peux dire Il y avait, il y avait. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles de lui. Somcorp 56, je sais pas si vous vous Oh, souvenez. Bien Somcorp, sûr. bien sûr. Ah ouais, Alors, bien sûr. il était à Deauville à l'époque. Il est jamais venu du coup. Je l'ai rencontré par la suite au Royaume-Uni. Mais sinon, il y avait Adnan, un de mes meilleurs amis de Malte, Maxime Provençal, pareil, qui est devenu trader. Adnan, qui est passé dans les cryptos aussi, non?
Ouais, il est pas mal dans la crypto, ouais. C'est ça. Ah, tu le connais? Bah, c'est un nom qui est revenu plein de fois. Je crois que Nori le connaissait bien. Ah oui. Et du coup, voilà, pour ça, ce nom, j'ai dû le croiser une fois à Malte. Mhm. Il y Il est avait. beau gosse, non? Ouais. Il est beau gosse. Ouais. Il va pas dire qu'il est horrible. Non, c'est clair. Non, tu confonds, il est chum, lui. Non, si, je l'ai vu une fois. Ouais. Rémi Lemeur qui était passé aussi. Rémi Lemeur, Combal. Ouais, il était Combal, passé. c'est qui est parti dans les cryptos. Tous ces mecs-là sont passés dans les cryptos, quoi. Mhm. Après, ils font des petits allers-retours dans le poker de temps en temps, histoire de. Dès que la courbe, elle descend du PTC, tu les vois pop. Et dès qu'ils reprennent leurs millions, c'est bon. J'essaie de motiver à venir Rémi à Barcelone, mais prochaine fois peut-être. Ouais. Et donc là, tu vas à cette coloc finalement, donc tu décides de quitter le. En prenant pas mal de risques parce que ma bankroll était vraiment pas top. Mais surtout les parents, parce que là, Ouais, les parents, ils devaient payer l'école. Je me souviens que c'était dur. Ils ont envoyé un de mes potes de Lyon pour essayer de me faire changer d'avis, ma sœur qui me parlait parce que avec mes parents, il y avait le climat était, bref, c'était difficile. En fait, quand ils me disaient quelque chose, enfin, t'entendais le contraire. Ouais, c'était pas possible. C'était Donc, vraiment, j'étais un conflit avec l'autorité, c'était impossible, quoi. C'était pas possible. Mais bon, j'avais un certain âge où je voulais juste voler mes propres ailes et prendre des risques. C'était risqué, hein. Je suis parti avec 7 bankrolls, 7500, 10 000, tout compris. Ah ouais, 10 000, compte en banque, T'as les frais et tout, quoi. T'as 6 mois, quoi. En gros, ouais. t'as 6 mois, et si au bout de 6 mois, c'est retour case maison, non? Ouais, faut pas de broken line, hein, ça dépend ce que tu joues. Hein. Après, on vivait mes premiers mois au pire de ma bankroll au bout d'un an. Parce que j'ai pas atteint. Je m'étais dit, si je gagne moins de 15 ou 20 000 euros, je reprends mes études. Au final, il me semble que la première année, j'ai même gagné moins de 10 000. Et au bout d'un an et demi, je suis tombé à 3 500 de bankroll, compte en banque et poker compris. Mais c'est parce que je faisais n'importe quoi aussi. Il n'y avait pas de Cheville déjà. Ouais, je sortais tout le temps. Et aussi, j'avais une très mauvaise habitude pendant mes 4 ou 5 premières années de joueur de poker, c'était de dépenser ce que je gagne et de vivre à flux tendu avec 20 000 euros de bankroll. Quoi. Mais ça c'est un truc, quand tu joues et que tu dois, t'es obligé de gagner pour continuer à vivre. Enfin, c'est pas vivable en fait. Mm-hmm. T'as une pression supplémentaire et la confiance, elle est très difficile à avoir, non? Quand tu dois cash out tous les mois, pour moi, c'est ingérable en fait. Tu dois avoir de la latitude devant, sinon tu te mets une pression supplémentaire sur les épaules. C'est ça. Mais après, le truc, c'est que quand t'es jeune et que tu fais tes premières années à Malte, y en a qui sont très bons gestionnaires et qui arrivent à avoir la bonne approche. Et il y en a beaucoup, moi y compris, qui, en mode YOLO, quoi. Et en plus, c'était là si on se broque, on je sais pas, on repart de tout en bas, on rebuild. Et puis, T'as eu l'impression que ça j'ai un peu l'impression que ça a changé. Que tu vois, qu'à l'époque, c'était vraiment, il n'y avait pas toute cette gestion. J'ai l'impression que maintenant, les joueurs qui pop, et en tout cas qui percent et qui sont motivés, ils acquièrent cette gestion, tu vois, cette rigueur beaucoup plus tôt que. Je sais pas, j'ai pas toujours. Tu vois, dans les gens qu'on reçoit, mais non, mais c'est quoi ces accords que je fais? Mais tu vois, ce que tu dis, le fait d'arriver à Malte, j'ai l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui. Le nombre de gens qui arrivent à Malte avec des vraiment. À l'arrache. Et en fait, ça passe ou ça casse, quoi. Ça dépend des profils, je pense. Après, ce que je peux dire, c'est que c'était beaucoup plus facile à l'époque de gagner de l'argent. Donc ça peut tendre certains profils comme moi à un peu trop s'amuser, parce que je savais que si j'allais jouer en heads up sur Winamax, c'était trop facile. J'en parlais la semaine dernière, quand j'ai commencé sur Winamax, j'ai le souvenir d'avoir déposé, je sais plus combien, peut-être 500 ou 1000 euros. Et en un mois, j'ai monté 20 000 et c'était genre tout droit. Ouais. Genre à l'époque, il n'y avait pas de bataille pour les lobbies. Il y avait le lobby, il n'y avait personne. Genre, je me connectais, il n'y avait personne. Je me connectais en 100 et là, il fallait attendre genre 30 secondes pour qu'un fiche pop et on pouvait ouvrir autant de tables qu'on voulait. Ouais, et moi, à l'époque, j'étais pas un gros multitableur, j'en faisais 4, mais si avec. Non, si Tango, tu parles là. Non, t'étais toujours cash pour les GM. Okay. Et j'avais pas la roll pour aller jouer en 200. J'ai souvenir d'un pseudo qui était au-dessus. Mais il y avait genre un pseudo qui était dans le lobby. C'est qui? Là, il y avait un G dedans, je sais plus, un truc en 5 lettres. La Gig, c'est pas. Ouais, la Gig ou un truc. Mais si, la Gig, si. Je me rappelle de la Gig. Il a gagné tu sais, il y a eu les milestones là. Tu sais, quand ils font la milliardième main. Ou comme ça, et il avait gagné celle-là là. Ouais, la Gig. Mais putain, mais ça me revient. En fait, oui, la Gig. Je peux en parler ce soir parce que c'est un pote du mec chez qui je vais ce week-end. Bref, la Gig. On t'embrasse. Voilà, il était en 200, il me semble, et moi j'étais en 100. Puis c'était de souvenir à l'époque où je jouais le seul rec qui traînait. Bon, parfois il y en avait d'autres, mais c'était
généralement un reg. Et t'as monté les limites petit à petit comme ça, ou Même pas, ou non. en fait t'étais un peu confort en 100 et Bah, en même temps si tu fais 20K en 100, à l'image de mes premières années de poker, j'ai fait ces 20K et je suis allé m'amuser, je les ai dépensés. Et après, quand je me sentais un peu au pied du mur, je me remettais à jouer. Puis ça a été un peu comme ça. mais c'est marrant parce que t'as pas été confronté. On aurait pu se dire, en fait, avec ces 20K, justement, t'allais prendre des shots. T'étais Non. un peu risque averse ou Non, alors là, j'avais vraiment pas peur forcément d'aller au-dessus. Et c'est juste, je profitais de la vie et le poker, c'était un moyen pour ça, quoi. Ah, t'avais aucun J'étais pas objectif. dans une logique d'accumuler de l'argent. Je réalisais pas en fait que la chance que j'avais dans ma tête, ça allait rester comme ça. Et il fallait se baisser pour récupérer de l'oseille. Donc Ouais, finalement, ouais. pourquoi aller se faire du mal et Et après plusieurs années, je regarde en arrière et je me dis j'aurais pu faire différemment, mais bon, c'est comme ça. dit-il après avoir gagné le PT Barcelone. Ouais. Et avant, pas mal de trucs. Ça a été quoi le déclic, le truc où là ta vision a changé, tu t'es mis à être beaucoup plus carré, à avoir des objectifs et à te dire ok bon là c'est peut-être je tiens vraiment un truc, faut que je m'y mette à fond quoi. Je pense le fait de réaliser que ça devient de plus en plus dur, le fait de voir d'autres joueurs que je considère aussi bons que moi vraiment réussir et me dire pourquoi pas moi, et aussi chaque Noël où je vois ma famille, des cousins, et ils me demandent où j'en suis, j'ai l'impression de pas évoluer en fait. Eux évoluent, ils ont des promotions, ils font des études, des trucs, et moi je suis toujours pareil, poker, t'en es où, toujours pareil, et je réalise mais pourquoi j'essaye pas de mieux faire les choses, tu vois. Mais ça a mis du temps du coup. Et ouais, ça a mis du temps, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec l'alcool dans mes premières années. Je jouais beaucoup, complètement arraché en temps de soirée. Je sais pas pourquoi. Les gens, quand ils rentrent chez eux, ils dorment. Moi, j'ouvrais l'ordi. Je voyais à peine les cartes parfois. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Mais j'ai broc quelques rôles comme ça, ouais. En t'en rendant compte que le lendemain matin en te réveillant ou pas? Ou t'avais quand même des Ça souvenirs? dépend. En tout cas, j'avais des souvenirs, je pense, et je me disais putain, pourquoi je fais ça? Mais ouais. Après, on est le résultat de toutes les erreurs qu'on a fait avant, donc finalement, Ouais, c'est aussi ce carrément. qui t'amène ici, tu vois. D'ailleurs, il y a un joueur de PLO qui habitait en Thaïlande qui m'avait dit à l'époque, plutôt que de drop au reg étranger, pourquoi tu joues pas contre moi et tout, au moins ça reste dans le cercle. Et moi, Ça reste en famille. je lui donnais raison. Le renard des surfaces. Complètement raison. Du coup, un soir, je suis rentré, je lui ai envoyé MP. Et on a joué en HU. Et je me souviens, j'étais tellement bourré, j'arrivais même pas à avoir mes cartes. Je mettais des coups de molette pour mettre des potes en PLO HU. Et j'avais réussi à gagner un petit peu. Et je lui dis le lendemain, mais j'avais même pas mes cartes. Bref. Tu sais, pour rajouter au mec, il a été. Ouais, mais je voyais pas mes cartes en plus, j'ai gagné, vraiment, les yeux fermés. Ouais, c'est quand même. C'est vachement, je trouve vraiment important ce que tu racontes d'arriver à Noël, d'arriver et puis d'avoir ce regard des autres et à un moment en fait finalement c'est quelque chose, t'as pris conscience tout seul que t'avais envie d'évoluer et c'est pas facile des fois déjà de prendre conscience et aussi de se mettre un coup de pied aux fesses et tu vois parce que là comment tu sors de cette espèce de zone de confort pour l'appeler comme ça et de te dire ok est-ce que tu te dis déjà je veux aller là? Déjà, voilà, j'ai un point de mire et je vais faire ça pour y arriver? Non, j'ai eu beaucoup de mal à me structurer, à me cadrer, à l'image de mes études. Je pense que les premiers coachs mentaux que j'ai eus m'ont beaucoup aidé pour. Je pense notamment à Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, ouais, t'as tapé direct dans la qualité, dans le haut, quoi. Et ouais, je galérais avec l'alcool notamment. Et dès que j'ai fait appel à lui, les 2 premiers mois avec lui, c'était mes 2 meilleurs mois. J'ai fait 30 000 et 30 000 coup sur coup. Et je progressais très vite sur les points sur lesquels il fallait que je progresse. Sa méthode était... C'est marrant, chaque coach mental a une approche très différente. Lui, du souvenir que j'en ai en tout cas, c'était beaucoup de... Chaque semaine, on abordait une problématique et il me bourrait il me lavait le cerveau sur la solution à cette problématique. Il me la répétait genre 5 fois, 10 fois, il me martelait la solution. Et à la fin du call, il me disait la semaine prochaine, il faut que tu aies fait ça. Et c'est marrant, j'ai toujours voulu, à travers mes sessions de coaching mental, faire des efforts plus pour le coach que pour moi. J'avais pas envie de décevoir le coach en fait. Et ouais, c'est pour ça que pour moi ça fonctionne bien. Quand je joue juste pour moi-même, j'ai du mal à bien faire les choses. Et donc finalement, la rencontre déjà avec le mental dans le poker, ça a été un gros déclic pour toi?
je me suis rendu compte que en présence d'un coach mental, mes résultats étaient bien différents. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Ouais. Tu saurais donner un point comme ça en exemple de quelque chose qui t'a débloqué avec le coach mental qu'il a pu tu vois, un petit conseil comme c'était il y a longtemps, maintenant tu peux le dévoiler. C'est pas des conseils, une recette magique ou quoi que ce soit, c'est des trucs très basiques en fait. Pour moi, c'était sur la gestion de mon énergie, de mon emploi du temps, des sessions de grind, pas faire des nuits blanches, des trucs débiles en fait que ta mère Il fallait dire, te mettre en face de tes me structurer en fait, me structurer. Et je jouais complètement de manière pas structurée, et là on met un 4 quoi. T'as réussi à mettre ce 4 parce que dans une coloc c'est pas simple aussi. Comment est-ce que ça a un peu tu vois il y a eu un peu d'émulation avec les autres et les autres ont fait un peu comme toi parce qu'ils ont vu que ça marchait. Est-ce que t'es sorti de la coloc, ça se passe? Mais j'ai jamais gardé ce cadre très longtemps. Ça a été beaucoup de hauts et de bas ma carrière. Donc j'ai réussi à bien faire les choses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et je reperdais toutes mes bonnes habitudes. Et généralement c'est quand je voyageais, je prends l'avion et tu sors, finalement tu perds tes routines. Ah ouais, et j'ai énormément de mal à les récupérer. Parfois il me fallait en fait une routine, ça met de ce qu'on lit entre 1 semaine et 3 semaines. Quand tu fais les choses tous les jours, après ça devient automatique. Et à perdre. Mais ça, c'est si tu les fais. Mais moi, j'avais du mal à juste me remettre à faire les choses en fait. Et oui, et les perdre, c'est ça. C'est 2 jours, 3 jours où tu fais pas les choses et c'est fini. Ouais. C'est fini, ouais. Donc là, tu fais appel à Pierre Gauthier. Tu décides de changer de coach mental aussi Ça s'est très mal terminé avec lui, malheureusement. On a eu un gros différend. J'étais pas du tout d'accord avec lui sur. J'ai pas envie de le dénigrer ou quoi, mais ça s'est mal terminé malheureusement. Okay. Et derrière, j'ai eu d'autres coachs. J'ai pris quelques sessions avec Jared Tendler. Ah ouais. Okay. Il a fait. Ça, une approche très différente. Ça a moins collé. Disons que pour que ça fonctionne bien, je pense qu'il faut que, comme je disais juste avant, il faut que, en tout cas pour moi, que j'ai envie de bien faire les choses pour lui. Et il y a des coachs avec qui le feeling passait pas aussi bien. Tu le sens qu'il soit un peu impliqué un peu plus impliqué émotionnellement avec toi. Je saurais pas te dire, mais en tout cas, c'est pas passé. Il n'y a pas eu ce feeling. Celui qui m'a suivi le plus longtemps, il est passé. C'est Lolo. Ouais, c'est Lolo, ouais. Lolo de PMS qu'on embrasse. Ah ouais, il est incroyable. Il a toujours été là pour moi et même quand ça allait pas, parce que bref, il a toujours été là pour moi et ouais. Vous avez fait une interview il y a pas longtemps avec Lolo d'ailleurs, je crois. Ouais, il a sorti Lolo qu'on a reçu ici et moi j'arrêterai pas de taire d'éloges sur ce qu'il fait. Je trouve que c'est un coach mental incroyable et c'est un humain incroyable. Donc voilà, je l'embrasse et je l'aime de tout mon cœur. Très beau pas de danse, Lolo. Très beau pas de danse. Oui, on était là-bas, on a fait ses 50 ans avec Chichi et je peux te dire que c'était chaud. Et ça, un beau pas de danse. Je peux dire qu'à la fin, fallait pas qu'on aille sur les tables non plus. C'est clair. Donc le côté mental, t'as ouvert un petit peu d'autres horizons. C'est à ce moment-là que tu commences à te mettre des challenges ou même juste tes routines en place aussi. Donc c'est moi très positif grâce au coaching mental me font rendre compte de ce dont je suis capable. Et sinon, les challenges, non, le premier, je l'ai fait pour promouvoir ma plateforme ABC Poker avec. C'est quand tu es venu avec Thomas Casayou. Je suis venu avec Thomas Casayou. Donc c'était juste histoire de se faire connaître. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Attends, le premier challenge, c'est de 50 € à 50 000. C'est 50 à 50. Et j'avais oublié que tu l'aies fait celui-là quand même. En 6 mois. Et j'avais fini grâce au Wina Series, j'avais eu pas mal de perfs MTT. J'avais galéré pendant 1 mois et demi autour de 400 € de bankroll en spin, ça évoluait pas et je me remettais en question. C'est dur quand on n'arrive pas à crush des limites qu'on est censé battre. Et au final, avec les Wina Series, je suis monté à 100 000 au bout de 2 mois. Challenge. Du coup, le challenge est raté, quoi. C'était 50 000, on a dit, toi. Raté. Mais je suis retombé à 50 000 en jouant en spin. Je me suis cagoulé en une session. En une journée, je crois que j'ai perdu 40 000. What? Donc je suis retombé à presque 50 000. T'as fait des spins à 40 000 ou quoi? Non, c'était en 250. Mais c'était à l'époque où il y avait BitB qui battlait avec Spin Elite.
Et moi, je t'étais au milieu du je vais me cartel. mettre au milieu. T'étais au milieu de la Et- bataille du cartel. Et en plus, j'ai run, mais juste horrible. Et ouais, ça va vite au final. Ça peut aller très vite. Ouais, non, enfin, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi énorme que ça, mais oui, c'est assez ouf. Donc là, ouais, parce que quand t'étais venu avec ABC Poker, elle est devenue quoi cette plateforme? Est-ce que C'est terminé. Il y a 2-3 ans, c'est terminé. Et en gros, j'étais à la fois joueur de poker, je Entrepreneur. gérais la société, j'avais mon Bankroll Challenge, j'avais des coachings à faire avec les joueurs. Et j'avais du mal à tout faire en même temps. Et j'ai souvenir d'une discussion, et je l'en remercie, avec François Pierrot Bien sûr. à Vegas, On the road. où on mange à Gordon Ramsay Burger. Et puis je lui explique un peu ouais, ABC Poker, mon challenge et tout ça. Et puis je lui explique que ouais, j'avais du mal à tout gérer, puis que ça me faisait chier, quoi. Il y a des trucs qui allaient pas avec les joueurs, ils se plaignaient des coachings à juste titre parce qu'on n'était pas régulier, etc. Et à force de m'écouter parler, au bout d'un moment, il m'arrête, il me dit mais t'es con, quoi, pourquoi t'arrêtes pas? Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit mais oui, en fait, il faut que j'arrête, en fait. Et que tu te concentres que sur ce que t'aimes, quoi. Que vraiment le truc. Il faut faire un choix. Plaisir. Puis il y a eu aussi un taxi à Malte qui m'a pareil, on discutait et tout, et il m'a dit dans mon pays, je sais plus d'où il venait, il me semble du Liban, je sais plus. Et il m'a dit dans mon pays, ceux qui disent qu'ils ont plusieurs métiers sont des mythos. Enfin, je sais plus comment il me l'a formulé. Ouais, Et genre, en gros, tu peux avoir qu'un ouais. vrai job, quoi. T'as un seul vrai job. Et en gros, tu peux pas en avoir plusieurs. Et moi, j'en avais 3, quoi. Donc non. En tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. J'ai besoin d'être focus dans un truc. Et c'était très clair dans ma tête que je Et là, voulais jouer au poker. tu t'es recentré. Est-ce que t'as toujours cru en toi? Est-ce que t'as toujours su au fond de toi que t'allais alors je vais y arriver, mais en fait, on sait pas où on va y arriver. Mais est-ce que t'as toujours eu cette petite flamme en toi de toute façon, je vais y arriver à la fin? Non, je pense pas. Enfin, là, par exemple, si tu me dis mon feeling, par exemple pour les prochains mois et au Triton, si je vais les jouer, est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je sais que je vais y arriver ou quoi? J'en sais rien. En tout cas, quand je joue sur les parties de poker que j'ai jouées, c'est très rare que je me suis senti vraiment la tête sous l'eau, en mode j'ai pas d'aide, je suis en train de perdre de l'argent. Donc dans ce sens-là, j'ai confiance en moi. Après, je sais pas où est-ce que ça va m'amener. Et parfois, j'ai confiance en moi dans mes parties, mais ça veut pas dire que je gagne de l'argent. Mais j'associe toujours ça à du run bad, ou je sais pas. Rarement, je me suis senti vraiment la tête sous l'eau. Ça m'est arrivé à quelques HU où je sentais que l'autre était meilleur. Mais sans savoir où tu vas aller, mais là, par exemple, tu nous parles de Triton. Tu sais quand même les routes que tu veux prendre, tu sais où tu veux aller. Par exemple, les Tritons, c'est vraiment un passage pour toi important. Non, pas spécialement. forcément. Pas spécialement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir fait ces Bankroll Challenge, ça m'aide énormément dans ma confiance en moi. C'est que je sais qu'au pire des cas, même si je mange le plus gros downswing possible, imaginable, bah, je peux toujours décider de déposer 10 € sur Winamax et essayer de refaire un Bankroll Challenge, pourquoi pas. J'ai cette possibilité et c'est un avantage énorme parce que ça mobilise très peu de fonds et je sais que mon EV peut être très élevé sur les plus basses limites. Mais c'est marrant parce que c'est le cas si je mets ma crédibilité en jeu via un challenge. Si je l'avais fait que pour moi dans mon coin, je pense que j'aurais jamais réussi à avoir ces résultats. Ouais, t'avais besoin, un peu comme ton coach mental, t'as besoin d'avoir le regard des autres, qui te met cette pression qui fait que tu vas tout donner, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à en faire un troisième. Au final, non. Et un truc pas un bankroll challenge, mais en tout cas mettre mes résultats en ligne. J'hésitais à juste poster mes résultats pour devoir rendre des comptes. Et je sais que ça optimise mes gains. Donc j'essaie de voir comment ça peut s'orienter. De bloguer, tu veux dire un peu Juste le fait d'annoncer mes résultats à la communauté. Là par exemple, bref, comme je t'ai dit juste avant, j'ai redrop pas mal. Et je suis sûr que si j'avais été dans le cadre soit d'un challenge ou soit je dois donner j'ai des comptes à rendre sur mes résultats, je pense que j'aurais probablement pas eu ce downswing. Bah justement, on peut en parler. Après avoir gagné beaucoup d'argent, tu gagnes plus d'1 million d'euros. 1,5 million 1,2 million 1,2 million. Ta vision de la gestion de l'argent, est-ce que tu as l'impression que ça devient un peu limite bankroll illimité, tu peux faire ce que tu veux et tout, et c'est ce qui fait que tu drops? Non. Tu perds un peu la notion ou pas? Je pense pas que c'est par rapport au montant du gain, mais plus par rapport au fait d'avoir terminé quelque chose. Quand c'est mes challenges, quand je les ai terminés, comme je t'ai dit, le premier challenge, je suis allé jouer en spin, je me suis cagoule, genre le lendemain
après l'avoir terminé, alors que je jouais pas en spin à ce moment-là, je jouais les MTT, et puis même quand j'allais jouer en spin, j'allais pas m'envoyer en l'air contre de cartel, quoi. Le deuxième Bankroll Challenge, pareil, juste après l'avoir terminé, j'ai redrop beaucoup online en jouant des parties que je jouais pas pendant le Bankroll Challenge. C'était en PLO 1. Non, vas-y, excuse-moi. En PLO 5K, 10K, HUSH. C'est des parties que je jouais pas, quoi. Et tout de suite, je suis allé me brûler les ailes en quelque sorte. Excès de confiance. Lolo pourrait très bien l'expliquer. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. C'est clairement. Est-ce que c'est t'étais d'euphorie un peu. Ouais, est-ce que c'est pas une recherche de parce que là le deuxième challenge, donc celui à 1 million que t'avais bouclé, tu le boucles notamment parce que t'avais Deep Run le PSPC aux Bahamas où tu fais 7ème, je crois, c'est ça. 7ème. Et donc tu vois, alors c'est pas une win, mais bon, on parle quand même du PSPC qui est un tournoi incroyable. Tu gagnes près de 700. C'est quoi, 800, non? 800. Ouais, donc, tu vois, une 7ème place prend 800. Il n'y en a pas des masses des tournois ou comme ça. Donc tu as forcément une adrénaline incroyable. Est-ce que derrière t'es pas justement en recherche ou tu essaies de maintenir un peu cette adrénaline et c'est pour ça que tu vas un peu entre guillemets un peu spew sur des trucs où t'as pas l'habitude, quoi? Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un sentiment d'invincibilité. On se sent meilleur qu'on est réellement. On veut prouver peut-être qu'on est capable de plus que ce qu'on est vraiment capable. Je sais pas. On se brûle les ailes, quoi. Je saurais pas dire ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce que maintenant t'as compris, ça fait 3 fois. Bah là, ça fait 3 fois. Ouais, ça fait 3 fois. Mais la deuxième, je m'étais dit plus jamais. Au final. Non, mais la quatrième, t'as plus le droit. Tu le sauras. Mais est-ce que ça vient aussi, alors ça, Lolo pourrait le dire, mais tu t'es fixé un objectif et on dit toujours que c'est le chemin. Laurent, le premier à le dire. L'important, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. Et que souvent, à l'arrivée, il y a une espèce de petite déprime parce que, tu sais, comme on prend souvent cet exemple du champion olympique qui s'est entraîné pendant des années, qui gagne sa médaille, qui se retrouve face à une abîme. Il n'y a plus rien derrière. Et ensuite quoi? Et ensuite quoi? C'est ce que j'ai ressenti un peu après le PT. Genre, on reçoit les messages, on a gagné, c'est très bien, on a plus d'argent, mais en fait, quoi? Genre, ok, je peux continuer, mais enfin, on se pose des questions existentielles, on se dit, est-ce que, ouais, c'est quoi la limite en fait? 2 millions, 3 millions, enfin. Est-ce que ça me rendra vraiment plus heureux? Enfin, on se retourne un peu le cerveau sur des questions un peu, voilà, et c'est ce qui. Et du coup, c'est là aussi le rôle du coach mental, c'est de te remobiliser pour te faire redéfinir un objectif et de avoir une ligne de mire parce qu'en fait, ouais, j'imagine qu'il y a un moment où tu dois un peu errer, dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est un peu paradoxal avec le fait que tu viens de gagner l'un des les plus gros tournois de l'année, l'un des plus beaux tournois de l'année. Et que tu es rentré quand même dans la légende du poker français et mondial parce que le PT Barcelone, c'est un Graal. Donc, ouais, il y a cette. Non, je sais pas si. Ouais, je pense que la prochaine fois, je ferai attention à prendre du temps pour moi. Et c'est ce que je fais généralement, mais souvent, je culpabilise parce que ça m'arrive de facilement me retrouver à prendre 2 semaines. Enfin, j'allais dire 2 semaines, non. 2 mois, 5 mois, 6 mois, presque 1 an sans jouer ou très peu jouer. Et j'ai vraiment du mal à y retourner parfois. Donc quand je commence à prendre ces 2 premières semaines à ne pas jouer au poker, je sais que si je fais rien tout de suite, ça va se transformer en 6 mois. Donc c'est peut-être ça qui me force à y retourner en mode j'ai plus de bankroll, je peux peut-être jouer au-dessus. Enfin, tu vois, bref. Et est-ce que, parce que là on parle d'argent comme tu disais, où est-ce que ça peut s'arrêter, 2, 3 millions, etc. Est-ce que tu en as profité aussi pour te poser sur qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que par exemple je veux investir? Est-ce que je veux monter un projet? Est-ce que je réinvestis dans le poker, donc dans moi-même de cette façon? Là pour l'instant tu as l'air d'être plutôt sur cette voie, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pourraient te faire kiffer? À l'époque je pensais utiliser le poker comme un tremplin pour faire d'autres projets dans la vie. Je pensais aussi arrêter après 30 ans. Au final j'ai 35 ans. Il y en a beaucoup qui prennent leur retraite mais qui la prennent jamais. Et aujourd'hui je pense j'ai pas comment dire, je m'imagine pas forcément arrêter à 40 ans ou à tant de bankroll. Tant que ça me plaît, je continue. Et j'utilise le poker un peu comme quand j'ai commencé au tout départ, comme un moyen pour avoir un lifestyle qui me plaît, en fait, simplement. Et tant que je prends du plaisir à jouer, je vois pas de raison d'arrêter. J'aime bien le lifestyle que j'ai, donc c'est cool. Tu prends toujours autant de plaisir. Est-ce que tu parlais de tes premières parties où tu restes éveillé, tu es à l'affût sur tous les tels, tout ça, parce qu'en fait, on aime tellement ce jeu au début que c'est un plaisir, en fait. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu joues.
Est-ce que le plaisir a changé, mais il est toujours là, ou tu trouves c'est autre chose, c'est plus dans le intellectuel ou C'est très différent, c'est sûr. Au tout début, c'est notre indépendance financière qui est en jeu. Si on gagne pas, bah, on peut être broke. Puis aussi, c'est les premières fois qu'on gamble, comme on en parlait avant. Ça a une saveur très différente que après 10 ans de grind. Euh, Là, quand je joue, j'ai plus l'impression d'aller au travail qu'à l'époque. À l'époque, j'avais l'impression de gambler et de gambler. Ouais. Il y avait Euh, cette part de fun encore, quoi. Ouais, c'est différent. Et même si je joue des montants qui peuvent me mettre un peu plus à risque, euh, ça a comme ça sera jamais comme avant. Ouais. Mais je trouve du plaisir à. C'est rare que je le fasse récemment, mais à regarder des solutions, à essayer de comprendre, à essayer de comprendre le jeu en fait. les mécanismes? Ouais, c'est ça, c'est ça. Au tout début, quand j'ai commencé, quand je me suis instruit, j'ai adoré comprendre des concepts et on n'a jamais fini d'apprendre. Le jeu, il est extrêmement complexe. Et là, je regardais une vidéo, par exemple, de Pad sur Instagram qui, qui montrait que c'était quoi le délire? Ça 3 bêtait roi dame off, genre hijack contre MP, et ça, en plein, et ça foldait en plein roi dame suité. Alors que roi dame suité, ça a une équité a priori supérieure, mais c'est une question de bloquer. Roi dame suité bloque plus de 4 bêtes adverses que roi dame off. Enfin bref. L'inverse plutôt. Ouais. Mais vous voulez où je veux en venir. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais trouvé. Et c'est toujours. Ouais, C'est des petits trucs Ouais. et tu as l'impression de comprendre des petits mécanismes du jeu et Ça. c'est toujours assez gratifiant, quoi. C'est ça. Et donc je pense que ouais, pour trouver du plaisir, va falloir que je me remette remette à bosser un peu le jeu. Ou alors à chip, parce qu'on n'a pas la même, comment dire, quand l'argent vient vers nous et qu'on fait que de gagner, qu'on run good, on prend du plaisir à jouer. Ouais, c'est clair. Mais quand on run bad, c'est difficile. Et aujourd'hui, tu travailles quand même un peu le jeu encore ou c'est vraiment quelque chose que tu as mis complètement de côté et tu joues plutôt? Ça dépend vraiment de mon run, ça a toujours été comme ça. Genre, pendant toutes ces années, quand je me faisais défoncer par des règles en HU, je prenais quelques semaines off, j'allumais Pio Solver et j'essayais d'analyser les showdowns et je revenais plus fort. Et les périodes où je crushais en short track, bah en fait, il n'y a pas besoin. Il y a l'argent qui vient et ouais, tant que ça vient, on continue de jouer, on met du volume, quoi. Il y a pas cette remise en question quand il y a ça. les wins, quoi. Et là, je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas vraiment bossé le jeu régulièrement. À l'époque, on pouvait, en tout cas, on nous autorisait à l'époque en live à regarder des solutions sur GT Wizard entre deux mains. Maintenant, c'est plus le cas. Je note sur un bloc-notes les mains que j'ai jouées sur lesquelles j'ai un doute. Et c'est pas tout le temps le cas, mais si j'y pense et bah, le soir, je me connecte et je review les mains que j'ai jouées. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que j'accumule Ouais. une longue liste. Et parfois, soit je l'efface quand c'est trop long, ou alors je me tape la motive et je review genre l'équivalent de 2 semaines de grind en un coup. Et tu vois, tu parlais de potentiellement aller jouer les Tritons. Là, on passe dans une autre sphère où il y a quasiment que le gratin mondial. Est-ce que ça te demanderait une préparation particulière ou tirer comme ça, comme tu es allé faire le PT Barcelone? Je pense que je me suis déjà préparé, déjà. D'ailleurs, je ferai mieux les choses. Les enjeux, ils sont beaucoup plus élevés. Faut faire attention. Le rec, il est assez élevé. La structure, rapide. Et évidemment, il y a les meilleurs mondiaux. Donc, même en faisant bien les choses, je pense pas que ça soit le spot de l'année en termes de V. C'est plus par limite plaisir de jouer ce... Plaisir, prestige, accomplissement. Mm. D'un point de vue purement financier, je les ai pas encore joués. Je saurais pas dire, mais d'extérieur, ça me paraît pas fou. Si vraiment je pense à l'argent, je pense que le mieux, ça reste le online, multitable, essayer de jouer cher online. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et tu t'es quand même un peu fait un schedule là. Tu sais lesquels tu vas aller jouer de Triton si tu vas jouer les prochains? Au Bahamas, je vais jouer le main. C'est décembre? C'est novembre, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est en décembre, début décembre. Mais je vais beaucoup vendre. Il y a ça aussi, c'est que le fait de vendre, tu vois, tu nous parlais du fait que tu aimes bien un peu être, c'est pas dépendant des autres, mais de devoir quelque chose aux autres. Bah, quand tu vends, tu es un peu redevable de tes stackers. Est-ce que ça peut être une bonne chose pour toi dans cette optique-là, de donner le meilleur au final? Ou pas vraiment?
généralement, c'est l'inverse qui se passe. J'ai très peu vendu dans ma carrière et en fait, j'aime pas dépendre des autres Financièrement. Ouais. Mm. Bah voilà, par rapport à mes parents, ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai commencé le poker, mais aussi par rapport aux stackers. À la limite, ça me dérange pas de leur devoir de l'argent quoi. C'est plus, j'ai peur de faire un move et qui soit genre limite et de devoir le justifier, Critique, qu'il soit pas d'accord et ça peut me bloquer. J'ai souvenir par exemple Jérôme Brion, il m'a stacké sur mon premier EPT à Malte il y a très très longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas de solver et tout, c'était la bataille des clics, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes et tout. Et j'avais 4 bêtes clics pour induce un 5 bêtes pour pouvoir 6 bêtes all-in derrière. C'était le projet avec As-Dames. C'était un autre jeu à l'époque. Ouais, c'était un autre jeu. Du coup, je l'avais déjà 4 bêtes, on avait joué un peu 4 bêtes que j'avais gagné. Et une orbite après, je le 4 bêtes à 10 000. Et dans ma tête, il allait faire genre 18, 20 000 et moi, je voulais faire tapis 70 000. Sauf que là, je fais 10 000 et c'est lui qui fait tapis 70 000. C'est bloqué. Et j'ai As-Dame suité et je me dis, putain, je fais quoi et tout. Et ouais, il m'avait stacké et j'avais vraiment envie de call, mais j'avais pas envie de bust et de devoir expliquer cette main. Ouais. Du coup, j'ai fold. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je joue pas comme j'ai envie et ça me va pas, en fait. Et j'évite au maximum de vendre. Puis il y a aussi, ça peut être vendre, ça peut être swap aussi. J'évite de swap aussi. J'ai pas envie de me retrouver à devoir savoir. Si on swap des petits pourcentages, ça va, mais je voudrais jamais swap au-dessus de 5%. Parce qu'après, il peut y avoir des situations où ça peut modifier nos décisions, en fait, post-flop. Je prends un exemple flagrant et extrême. D'ailleurs, j'ai toujours eu peur sur les petits fils, ça se passe comme ça en high-stakes. J'ai fait part de mes inquiétudes auprès de Julien Liard, qui s'occupe des EPT, par exemple, à l'époque. Admettons qu'il y ait 4 joueurs qui swapent à part égale 25% chacun. Bah, la valeur de leur stack est égale à la valeur des stacks de leurs potes. Et du coup, sans avoir besoin de dire qu'ils vont tricher, s'ils ont un minimum de logique, eh ben, ils vont équilibrer les stacks. Naturellement, quoi. Même pire, équilibrer les stacks. Si on a un qui a 5 blindes et l'autre qui en a 15 et qui sont BVB, celui qui a 5 fait tapis, l'autre faut les as en BB. Et en fait, ils ont tout intérêt à rester en vie tous, vu que chaque stack a la même valeur pour eux. Oui. Et bon, sans rentrer dans des extrêmes comme ça, mais si on swap, je sais pas, 10%, 10%, 10% et qu'on joue pour soi 30%, bah ça, il y a un peu de, pas d'ICM, mais de, voilà, enfin, il faut prendre en considération ces choses-là. Et moi, j'ai surtout pas envie de prendre en considération ces choses-là. Donc, non, je swap presque jamais. Puis même, ça me fait chier. Je me souviens une fois à Vegas, à la fin, c'était le seul Vegas où j'ai vraiment swap avec beaucoup de personnes. Et puis je me suis retrouvé à devoir faire 10 ou 15 virements de 400, 200. Ouais, c'est chiant. Ah non, c'est chiant, ça prend l'après, mais pour des petits montants, alors que non, ça n'a pas de sens. À la limite, swapper quand on est en demi-finale ou en TF, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de paliers, pourquoi pas. Et là encore, ça serait des petits pourcentages pour pas être dans cette Mais comme tu as fait. Est-ce que tu pourrais faire, je pense, un swapping qu'on m'avait parlé en live, je sais plus avec qui j'avais parlé de ça, et j'avais trouvé ça assez smart dans l'idée. C'est si t'es, typiquement, imaginons, t'es dans un gros deep run en late, et donc t'es en flip contre un joueur que tu connais. Ah. T'es en flip, et de swap au début du flip, parce que dans tous les cas, si vous avez à peu près le même stack, il y en a un qui bust. C'est ce que j'aurais dû faire avec Jérôme Ibiza au PSPC, le As-Valet contre paire de Voilà, 4. par exemple. Et en fait, là, il y a un vrai intérêt à swap, parce qu'il y en a un des deux qui bust, quoi. Ouais, c'est quasi possible. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est ce que j'ai fait avec Damien Gaillet à Barcelone, c'est celui qui j'ai swap de 2,5%. C'est de faire un swap et on paye seulement pour les payouts au-dessus de 100 000. Ça évite les petits transferts. À la limite, ça me dérange vraiment. Mais globalement, je préfère ne pas swap. Tu parlais tu reparlais un peu de tes parents. Là, quand tu gagnes le PT Barcelone, ça avait été aussi le cas quand tu fais, parce que c'était ton plus gros score au PSPC. C'est quoi leur regard à ce moment-là, sachant qu'il y a ce moment où ils te laissent un peu partir malgré eux faire cette carrière de poker. Est-ce que ils te disent qu'ils sont fiers? Est-ce que toi, il y a le regard de tes parents, t'es aussi fier de pouvoir leur montrer qu'ils ne se sont pas trompés et ils ont eu raison de te faire confiance? Je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont accepté le fait que je joue au poker et qu'ils en sont fiers, je dirais. Ils se font plus trop de soucis par rapport à moi. Ça a été dur les 3-4 premières années, mais au bout d'un moment, bon, ils ont vu que ça fait plusieurs années que je vis de ça, que je demande rien à personne et je suis indépendant, je fais ce que j'aime. Il n'y a pas de raison d'aller à l'encontre de ce que je veux, quoi, au final. Donc non, ils ont accepté. Et ouais, Barcelone, c'est un plus. Ils sont très contents pour moi, évidemment. Donc ouais, t'as eu, je sais pas, toute la famille. Ils envoient des messages pareils. Je sais pas où ils suivent le stream.
et des messages de cousins, d'amis, de gens qui ont rien à voir avec le poker et qui, ils te montrent une photo autour d'une table en train de regarder le stream et tout. Et non, ça fait plaisir. On est suivi par beaucoup de personnes et ça fait plaisir. Alors, je vois que tu as un nouveau petit patch sur la poitrine, donc Smart Dex, qu'on avait vu un peu pop depuis ça fait 2 ans qu'on les voit un petit peu pop. Ça s'est fait juste après Barcelone. Alors, ça s'est fait après Barcelone, mais j'étais en contact avec eux avant Barcelone. Et avec d'autres rooms aussi. J'hésitais à faire un 3e Bankroll Challenge. J'étais vraiment à 2 doigts. Ça fait depuis mon ancien Bankroll Challenge que j'y pense. Généralement, c'est au moment de me coucher, et c'est bon signe. Quand je pense à des choses au moment de me coucher, plusieurs nuits d'affilée, voire plusieurs mois d'affilée, c'est que j'ai vraiment envie de faire cette chose-là et c'est que je pense que c'est la bonne chose pour moi. Et ouais, j'ai considéré cette option de faire un 3e Bankroll Challenge, mais après plusieurs sessions avec Lolo, il m'a questionné dessus. Et je dis pas que j'en referai pas à l'avenir, mais en tout cas pour le moment, je pense que je vais pas partir pour. C'est des sacrifices de vie énormes, surtout que si j'en fais un 3e, j'aurais. Ouais, ça aurait été quoi là? Bah, Ouais, 100 ou 10 millions. Ouais. Je vais te dire ce que j'avais en tête. Ça paraît impossible. C'est probablement pas possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais en tête de faire 0 à 10 millions, en sachant que ça va prendre probablement toute ma carrière, mais c'est la suite entre guillemets logique. Je voulais pas répéter le challenge que j'ai déjà fait et faire 10 euros à 2 millions, c'est le même niveau de difficulté au final. Ouais. Donc il fallait trouver quelque chose qui me sorte de ma zone de confort. Après, c'est plus un challenge dans le sens où ça dure trop longtemps, c'est plus un suivi de carrière en quelque sorte, je sais pas. Mais c'est ce qui m'aurait motivé en tout cas. Vu que tu réussis tous tes challenges, c'est quand même dommage de passer à côté de 10 millions. Et puis, et puis je me dis de toute façon, bon, j'ai réussi les 2 premiers, même si je rate celui-là. Enfin voilà, ça m'aurait presque, non, je vais pas dire pas dérangé, mais j'ai suffisamment prouvé dans ma tête et j'étais en free roll positif. Mais et puis t'as d'autres moyens de faire te challenger autres que des challenge bankroll par exemple. Tu vois, je sais pas, hein, mais j'imagine que tu manques pas d'imagination pour trouver des challenges dans ta vie, dans ta carrière. Non, ça peut être hors poker aussi. J'avais ça en tête aussi à un moment donné, étant donné que, d'ailleurs si j'avais ça en tête pour ce Bankroll Challenge, étant donné qu'il allait durer de nombreuses années, j'avais en tête de me challenger sur des aspects hors poker. Par exemple, ça peut être sportif, ça peut être sur apprendre une langue, ça peut être dans un temps donné, ça peut être sur plein de trucs. Parce qu'au final, je suis entre guillemets un peu autiste dans ce que je fais. Quand je fais du poker, pour réussir, j'ai besoin de faire que ça. J'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, au début, j'étais en école de commerce et ou alors à l'UT, très moyen à la fois dans les cours et à la fois au poker. Il faut vraiment que je fasse une seule chose. Et non, ouais, ça peut être sportif. J'en ai fait quelques-uns, j'avais des idées en tête. C'est quoi ce que tu as fait un petit peu là pour donner 2-3 exemples? Bon, peu importe, mais. Ouais, le premier m'a servi d'ancrage d'ailleurs. C'est pour mes challenge poker. J'en ai parlé récemment. C'est désolé, je trouve que je suis fatigué. Je sais pas mes mots. C'est d'avoir fait Seattle San Diego à vélo. Okay. Donc à l'époque où j'étais au Mexique avec Benou d'ailleurs, je regardais beaucoup de vidéos de Mike Horn, bien sûr, aventurier sud-africain, qui m'a énormément inspiré. Et j'avais invité mes parents et ma famille, mes frères et sœurs, à me rendre visite au Mexique, et il me restait 1 mois où je pouvais me dépasser pendant 1 mois pour un challenge sportif, et je m'étais mis en tête de faire 1 mois de vélo. J'ai réfléchissais sur les parcours, j'hésitais entre le Mexique, les États-Unis, même le Brésil, et mon père m'a conseillé d'ailleurs j'ai bien fait de l'écouter, la côte ouest des États-Unis à vélo. Il y a une piste cyclable qui est très adaptée tout le long. Ok. Il m'a conseillé aussi de faire du nord au sud, c'est plus logique parce qu'on a la mer du bon côté. Et ouais, donc j'ai fait ça, j'étais en surpoids à l'époque et ça a été c'est des souvenirs incroyables. Je me suis dépassé physiquement. Mais là, t'es tout seul. Je suis tout seul. C'est combien de bornes à peu près pour C'est 2400 en 24 jours, un peu plus, peut-être 27. À peu près 100 km par jour. Tu fais une centaine par jour. Je faisais 90 kilos. J'ai acheté un vélo qui était trop lourd, pas adapté. J'avais la selle qui était trop basse au départ. J'étais au Mexique où il faisait genre 25 degrés. Là, j'arrive à Seattle, il faisait genre 0 degrés, le vent de face, le froid, les douleurs. Pourquoi j'ai signé? Pourquoi? Puis l'organisation aussi, genre... je m'étais acheté des cartes Oregon, Californie, Washington, mais des cartes où le nom des rues ne sont pas affichés.
La carte se déchire, il pleuvait. Ah, putain. J'en parlais dans une précédente interview, mais il y a quelqu'un qui me regarde galérer. Du coup, il m'amène dans son magasin de vélo. Il me fait acheter une pochette en plastique. Et jusqu'à la fin, du coup, j'écrivais à la main, en fait, toutes les rues dans lesquelles je passais. Mais je savais pas quelle distance allait faire chacune des rues. Du coup, j'écrivais long, très long, court, avec beaucoup de G ou moins de G sur le long. Et je m'attendais à beaucoup pédaler ou non. Je me suis perdu plusieurs fois. Mais le souvenir que j'en ai, c'est que c'était une épreuve physique extrême. C'était très douloureux. Et j'ai hésité à abandonner le 3e jour. J'avais des douleurs pas possibles aux 2 genoux. Et Mike Horn qui m'a inspiré. Je me suis dit, soit je me blesse, soit j'arrive à destination, j'abandonne pas. Et c'est vraiment Mike Horn, cette mentalité je m'arrête de pas quand il guerrier. arrive. Ouais. Et du coup, j'ai forcé sur la douleur. C'était terrible, ça avait vraiment très mal. Et au bout de 2 semaines, elle s'est complètement dissipée. Et puis sur la fin, c'était beaucoup plus plat. En Californie, c'est très plat. Il commençait à faire chaud. J'étais renforcé musculairement et tout. J'avais la routine. Et ça s'est bien terminé. T'écoutais des trucs pendant le. T'écoutais rien? Non, t'étais 100% dans. Ça fait tellement du bien. Et puis aussi, c'est la première fois. C'est pas la première fois, mais en tout cas, la première fois pour une si longue période de temps que j'étais complètement déconnecté d'Internet. Bon, je me connectais le soir de temps en temps avec la Wi-Fi, mais globalement, toute la journée, on est connecté à la nature. Et non, on est seul avec soi-même. Et je pense que ça aurait été différent si j'avais fait avec quelqu'un aussi. Là, on dépend de personne. On n'a personne à attendre et on fait patienter personne. Et puis aussi, le fait de ne pas discuter, on médite beaucoup sur sa vie. Qu'est-ce qu'on a envie de faire Enfin, ouais, on se Je crois questionne. que c'est Einstein qui disait que quand il voulait réfléchir sur un problème de mathématiques, il allait marcher. Parce qu'en fait, quand tu marches, tu es une espèce de réflexion à toi-même, mais en même temps, tu es en mouvement. C'est pas la même chose que d'être assis dans son canapé, tu vois. Mhm. Et que c'est comme ça. Je crois qu'il dit qu'il a trouvé, peut-être pas la relativité comme ça, mais en tout cas, qu'il a découvert plein de théorèmes de maths. C'est Einstein, le chien de Retour vers le futur, pas Einstein. Merci beaucoup, c'est une très très bonne ref. Est-ce que quand tu as réussi ce challenge vélo, t'as eu ce que t'as eu à chaque fois, c'est-à-dire cette espèce et maintenant? Non, je me suis senti incroyablement bien. Je pense que c'est un des moments de ma vie où je me suis senti le mieux, probablement. Il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit, mais après avoir fait ça, quand on se sent aussi bien, on se dit pourquoi ne pas continuer en fait. Et à cette période-là, je m'étais mis en tête de faire un autre challenge sportif. Donc j'habite à Malte, il y en avait 3 qui venaient de faire le tour de Malte à la nage. Et je m'étais mis en tête de faire ça. Bon, j'ai abandonné rapidement parce que je vais pas me donner des excuses, mais j'ai des problèmes. J'avais beaucoup de problèmes de peau à l'époque d'eczéma. Et au bout d'1 mois, j'avais des énormes plaques. C'était insupportable. T'as quand même fait 1 mois de nage du coup? D'entraînement le matin. Mais okay. je m'entraînais le matin, mais j'ai dû arrêter les entraînements. Mais je sais pas si j'aurais réussi à maintenir. Parce que d'après pour faire le tour de Malte à la nage, ça nécessite probablement 2 voire 3 ans d'entraînement. C'est 70 km non-stop. Celui qui l'a fait, c'est un nageur professionnel. Il l'a fait en genre 20 heures et quelques. Donc non, c'est pas comme ça. Ouais, c'est balèze quoi. Là, finalement, quand tu vois que tu as gagné le PT Barcelone, t'es limite, il faudrait que tu te fixes un objectif sportif après, parce que c'est ça qui te. Ouais, je pense que c'est ça. Alterner, ouais, c'est ça. Tu vois, alterner plutôt que rendre son argent comme ça, ouais, c'est ce dont j'ai besoin. Je pense alterner poker et... Parce qu'en plus, ça permet de peut-être de te recentrer sur l'essentiel et tu vois, quand on est dans le poker, on est dans autre chose, on est avec plein de monde et tout, et de te recentrer un peu vers. Après, je parle de ça, ce truc à vélo, c'était il y a genre. C'était en 2017, c'était il y a longtemps. Non, je raconte. Ouais, si, ça devait être ça. Bref, c'était il y a longtemps. J'ai rien fait depuis, mais oui, effectivement, je me souviens de comment je me suis senti et je pense que ça sera c'est une bonne chose. Plus récemment, j'ai fait le marathon du Mont Blanc, mais il y a rien de comparable. C'est l'UTMB? Non, le marathon. C'est le marathon, c'est pas le trail du Mont Blanc. C'est pas celui de 170 km. Ok. C'est celui pour les fiches. Après, marathon, c'est déjà balèze. Hein. Ouais, j'avoue. En 2 bornes, tu te prends. T'as pris le petit mur des 30 ou pas? Le petit mur des 30. Le mur des 30 km. Je connais pas ça au marathon. Ah. C'est quand t'arrives aux 30, généralement, là, ça devient y a un mur que la tête. C'est généralement les jambes, elles commencent à lâcher et c'est que la tête qui prend le dessus. J'ai eu de la chance que ce soit très bien
passé. Et de la même façon que pour le délire à vélo, je suis parti pas préparé du tout. C'était un pari avec des potes. Et il se trouve que le marathon en question, c'est pendant les World Series. Et j'ai voulu décaler le marathon sur un format semblable voilà, sur une autre course. Et un de mes potes n'a pas voulu. Du coup, ouais, je sais pas. Trop d'ego, j'en sais rien, mais je me suis dit, je vais lui prendre son argent. J'ai sacrifié mon levier des WSOP juste pour lui prendre son argent. Finalement, les deux sont bien passés. Alors qu'en fait, je lui ai rien pris. J'ai perdu en physio, en coach sportif, en Airbnb à Chamonix. C'est moi qui ai perdu des sous. Ouais, mais t'as gagné en expérience. Je voulais qu'il passe le virement, tu vois. C'est bon. Combien de temps Combien de temps le marathon? T'as mis combien de temps? 4 jours. Non. Donc c'est avec du dénivelé du coup. Le marathon, du moment, c'est avec 2500 de dénivelé. J'ai mis 6h50. Okay. Je me rends pas compte. Dénivelé, je me rends pas trop. J'imagine que c'est extra. Par rapport au temps que j'ai mis pour me préparer, je suis très satisfait. Je pouvais pas aspirer mieux. Parce que je me suis préparé sur 4 mois de manière très intensive, 6 jours par semaine. J'avais la chance de ne pas avoir de travail. Parce que 6 jours par semaine, j'étais éclaté après les séances. Je me reposais sur le canapé, je jouais aux échecs, je faisais rien de mes journées. Mais ceux qui bossent, c'est plus compliqué pour eux. Ouais. Donc ça a été assez dur, mais j'avais le luxe de pouvoir me reposer. Je sais pas comment on est arrivé là, mais on était parti sur SmartDex. Ah oui. Je sais même plus. C'est le vélo. On a voyagé. Même plus comment on a fait. On a voyagé. Mais c'est vrai que nous, c'est une marque qu'on connaît pas tant que ça. On l'a vu pop sur quelques gros joueurs. Moi, je l'avais vu à l'ETT Monaco. On l'a vu pop surtout en tant que Français avec Ineos, notamment. Ouais, c'est ça. Alors déjà, est-ce que c'est le moment un peu de parler de ta marque, la marque qui te sponsorise. SmartDex, c'est quoi exactement? J'ai fait. T'as bossé le speech. J'ai bossé un petit peu, mais peut-être pas suffisamment. Non, je vais rester assez vague. Je suis pas dans l'univers de la crypto. Je suis spécialisé dans le poker, mais en gros, c'est un échange décentralisé de crypto qui se veut très innovant et qui a pour ambition de devenir, si tout se passe bien, le futur Uniswap. Voilà. Après, sur ce qu'ils ont de concurrentiel. Ils ont développé plusieurs produits. Je pourrais pas rentrer dans les détails. Va falloir que je travaille un peu plus mes notes. mais c'est un échange décentralisé. Le fondateur est ancien joueur de poker. Ok. Ouais. C'est qui? Eric, il s'appelle. Et que j'ai rencontré à Barcelone d'ailleurs. Bah oui. Là, cet été, pendant le PT. Et il a pu me parler un peu de son projet. Donc pour moi, les cryptos, c'est vraiment du chinois. Mais quand je l'écoutais parler, j'ai senti quelqu'un de passionné et surtout qui sait de quoi il parle. J'étais rassuré. Parce que c'est pas bullshit, quoi. J'avais peur que ça soit... la poudre aux yeux? Pas un Ponzi, mais j'avais pas envie de représenter une marque qui puisse mettre à mal financièrement des personnes. Voilà. Et là, j'ai compris grossièrement ce qu'il faisait et j'ai senti de quelqu'un passionné qui s'investit entièrement. Il n'a pas fait de levée de fonds ou quoi. Il est vraiment passionné en fait. C'est son bébé et ouais. Alors du coup, SmartDex, pourquoi ils se mettent dans le poker? Ils ont monté une team. Ils ont monté une team. Alors Eric voit un pont ou un parallèle entre les joueurs de poker et la crypto. Beaucoup de joueurs de poker utilisent la crypto, voire presque tous en fait. Et ouais, il utilise ça comme un aspect marketing, quoi. Il veut mettre en avant sa marque et que les gens utilisent de plus en plus SmartDex et aussi l'USDN, son stablecoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, mais oui, c'est ça. Ils ont, en gros, t'as tout dit. Hein, ils veulent concurrencer Uniswap et en proposant, je crois, des meilleurs taux de conversion, quoi. Et ils ont créé un stablecoin, l'USDN. C'est ça, l'USDN. Et il y a qui d'autre du coup dans la team? Donc Inno, c'est toujours dans le. Inno, c'est toujours dedans. Il y a Mehdi Chaoui, Manuel Fritz, Enrico Camucci et Maher qui s'occupe de la team des stacking. Voilà. Donc ça, c'est pour la team poker. Après, vous échangez entre vous ou vous avez l'occasion de vous voir un peu? Moi, je viens d'arriver, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. J'espère pouvoir échanger avec eux. J'ai suggéré l'idée d'ouvrir un chan pour échanger stratégie. C'est un peu, ouais. Ça serait cool. Apparemment, ils sont assez cool et ouverts là-dessus. Ils échangent stratégie, donc c'est sympa. Je ne sais pas trop comment ça se passe sinon.
Je sais qu'ils emploient 30 personnes en Suisse, donc là, rien à voir avec le poker, mais le La SmartDex. structure, ouais. Sinon, la team poker, là, je suis allé voir aux Bahamas. La plupart d'entre eux viennent aux Bahamas. Donc, Et est-ce qu'il y avait d'autres teams qui t'ont approché à l'époque, alors après le PT Barcelone? Moi, je sais que ton nom, on peut le dire aujourd'hui, ton nom a circulé dans une très très short list pour intégrer le team Winamax, par exemple. Et c'est marrant que tu te retrouves avec Mehdi Chaoui, puisque je sais que c'était à l'époque de Mehdi Chaoui, et ça s'est joué à pas grand-chose. Est-ce que tu as eu d'autres approches parce que tu as clairement le profil, quoi. Alors, il y a 2 ans, j'étais en discussion avec déjà Winamax et PokerStars. Il n'y a rien ça s'est pas concrétisé pour plusieurs raisons. PokerStars, c'était mon lieu de résidence, il me semble. Je ne sais pas si c'était que ça, mais en tout cas, apparemment c'était le cas. Et Winamax, c'était plus... je pense que j'étais pas prêt. Disons que c'était un très mauvais timing en fait. J'avais fini le PSPC et je me retrouvais à Vegas pendant ces discussions. Et en plein milieu des WSOP, j'avais un très mauvais rythme de vie. J'étais fatigué et je dois gérer ces deals. J'aurais préféré faire ça en dehors des WSOP, avoir la tête bien reposée. Ouais, Et prendre du temps pour moi, savoir ce que je veux vraiment. Là, je sais pas. C'était pas le bon timing, en fait, simplement. Et ouais, Winamax, j'ai très mal négocié le truc à l'époque. Et je sais pas si c'est ce que je voulais vraiment aussi. J'ai souvenir qu'à l'époque, j'étais plus motivé pour rejoindre PokerStars parce qu'il y avait tout qui était à faire chez eux. Winamax était déjà bien implanté. Et PokerStars, je sais pas, il y avait ce côté. J'ai fini mon challenge dessus. Je connais pas mal de gens qui bossaient chez eux aussi. Et puis PokerStars, tu aurais pu être la figure représentative, alors que Winamax, tu rentres dans une team aussi, où il y a même si c'est l'excellence et qu'il y a les meilleurs joueurs du monde, tu rentres dans une team alors que l'autre, c'est toi, la team, quoi. En tout cas, ouais, c'est ça. J'imaginais plus un avenir sur du moyen court terme chez PS, développer leur Twitch et développer leur... Ouais, c'est ça. Il y avait plus de choses à faire, je pense, chez eux. Tu pensais avoir un impact plus important ouais, avec eux. Ouais. Est-ce que c'était au même moment, tu parlais de Vegas, au même moment où tu as eu cette conversation avec François aussi, qui a été chez Wina d'ailleurs, aussi François, Pierrot, il a été avant, il me semble. Avant ces discussions. C'était juste oui, avant, je lui ai demandé conseil. Et... Parce que lui, par exemple, il pouvait continuer. Et c'est lui qui a décidé de partir. J'ai discuté avec lui de son feedback et effectivement, lui c'est pas qu'il m'a déconseillé, mais en tout cas, il m'a fait comprendre qu'un contrat chez Winamax, c'est du travail. Et c'est beaucoup de voyages. Et d'ailleurs, si on reprend chronologiquement, là, plus récemment, j'ai été en contact de nouveau avec Winamax. Et cet aspect-là me fait vraiment peur avec mon contrat chez Winamax. Moi, quand j'ai commencé le poker, j'ai beaucoup valorisé ma liberté. Voler de mes propres ailes, c'était quelque chose que... Comment dire ? C'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, en quelque sorte. Je voulais dépendre que de moi, de rendre de compte à personne. Et j'avais peur qu'un contrat chez Wina, je perde la liberté que j'ai acquérie tout au long de ces années, quoi. Donc... je sais qu'un contrat classique, c'est l'équivalent de ce que j'ai entendu de 50 jours de voyage par an en France. Ma copine fiancée est slovaque. Ah, félicitations. Ouais, elle est slovaque, on habite à Malte. C'est déjà beaucoup de jours de voyage juste pour rendre visite à la famille. En plus de ça, j'ai déjà des voyages en live à l'étranger. Et j'avais du mal à imaginer en fait ajouter autant de jours de voyage en France pour rencontrer la communauté et faire les tournois qui sont... C'est un vrai taf à part. C'est un vrai taf à part. Et bon, après, j'ai envie de te dire, si Adrien Matteo, s'il arrive à le faire, j'imagine t'aurais pu le faire. J'aurais pu. Mais à l'origine, on était en contact. Je les ai contactés en même temps que SmartDex et en même temps qu'un autre sponsor avant le PT Barcelone, dans l'optique de faire un nouveau Bankroll Challenge. Et je pense que ça aurait pu aboutir. J'avais des bonnes discussions avec Stéphane Matteux si j'acceptais de faire ce Bankroll Challenge. Mais j'avais du mal à voir comment orienter le truc parce que il fallait que ça soit exclusivement réalisé sur Winamax Online.
J'aurais pu le faire en live aussi, évidemment. Mais si je le fais uniquement sur Winamax online, il n'y a pas le même effet de levier. Enfin, voilà, les parties sont limitées et le challenge, en termes de nature, aurait été d'un niveau de difficulté. Tu sais, si je l'annonce 0 à 2 millions ou quoi, ça aurait été quelque chose qui me motive pas, je pense. J'aurais préféré faire un truc tout au long de ma carrière. Mais c'est quelque chose qui fait peur pour un sponsor de s'engager sur autant d'années. Non, Bien c'est sûr. pas possible. Et ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas suivre. Ouais. Donc ça, en fait, voilà, ça pouvait pas marcher. Du coup, SmartDex, aujourd'hui, tu as des contraintes ou c'est vraiment, ils te laissent une liberté totale? C'est super flexible. Donc ça me convient bien. À l'origine, je leur avais parlé de ce Bankroll Challenge. Au final, j'ai changé d'avis. Bon, ils ont dit très bien. Et sinon, ouais, il faut répondre présent quand il y a des vidéos à faire, comme là j'ai fait à Malte pour l'annonce du sponsorship. Donc j'ai fait les vidéos qu'il fallait faire. Puis j'imagine présence sur les réseaux sociaux, un petit peu pro. Voilà, ils me disent quand il faut partager un truc sur Instagram. Et là, ils seront là aux Bahamas. Voilà, il faut faire le minimum. Mais sinon, en aucun cas, ils vont me forcer à aller jouer tel live parce que les caméras vont à tel endroit. Tu peux aller à un autre endroit et tu fais ta carrière. C'est toi qui gères ton schedule, quoi. Vraiment, Ouais. là-dessus, t'as pas de contraintes. Fais ta vie et puis ils te laisseront tranquille, quoi. Mhm. C'est quoi, c'est quoi la suite là? Est-ce que t'as réussi quand même là, dans ta tête un petit objectif quand même là dans la suite, ou pour l'instant c'est encore en travail? Pour l'instant, non, mais je pense qu'il va falloir que j'y réfléchisse rapidement parce que quand j'ai pas d'objectif, Tu te Studio, laisses, tu te studio. laisses- je sens que mon EV est Est-ce que tu te laisses avoir par l'oisiveté un peu? sans objectif. Non, je pense pas trop. Mais c'est bien qu'on en parle. Je crois que Lolo, il va falloir que je lui passe un coup de fil. Lolo, c'était là? Et sinon, au niveau des dépenses ou quoi, non. Non, je garde une vie, j'ai envie de dire, simple. J'ai pas de dépenses extravagantes ou quoi. Je suis content du lifestyle que j'ai et ça me permet de continuer à voyager, de faire des bons restos, des voyages. Je crois que tu as dit dans une interview récemment que tu avais arrêté l'alcool complètement. Ouais, il y a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, et que tu l'avais arrêté un peu du jour au lendemain. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? T'as un déclic et tu devais pas faire la même chose pour la cigarette aussi, non? Non, T'as dit que tu pourrais le faire, mais que non, t'as pas parlé de Non. ça? Je pense pas avoir parlé de ça, mais j'ai arrêté la cigarette il y a quoi? Il y a 15 ans. Mais ou alors j'en ai parlé dans une très vieille interview. Mais j'ai arrêté ça, je me souviens, la cigarette, un 31 décembre, un nouvel an que j'organisais avec ma sœur et ses potes et des potes à moi. Et t'as dit que c'était Commun. ta dernière La résolution. cigarette? La résolution. Et une copine de ma sœur qui me plaisait, j'étais complètement bourré. Je fais, ouais, ça c'est ma dernière cigarette et tout. Elle me fait, ok, très bien. Et ça a été ma dernière cigarette. Ah ouais? Alors que je sais même plus qui c'était la fille. Merci à elle, on pareil, l'embrasse. et pareil pour l'alcool, t'as arrêté du jour au lendemain et tu t'es dit non. Ouais, après une soirée, 3 rosés, Ouais, me réveille le lendemain. comme nous tous, tu t'es dit plus jamais. Et sauf que plus jamais. Non, moi je dis jamais plus jamais. Ouais. J'avais un espèce de semi-blackout et enfin, je me souviens pas entièrement de ma soirée. Et puis là, les souvenirs qui reviennent. Et puis, j'ai fait la liste des points positifs et négatifs de ce que ça m'apporte dans la vie. Et c'était un no-brainer, en fait. Ça m'apportait trop de mauvaises choses. Ça m'éloignait de mes objectifs de carrière dans le poker. Parce que c'était devenu un problème. Bah, à l'époque, comme je disais plus tôt, je jouais bourré ou en gueule de bois. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, Ah ouais. beaucoup de temps aussi, parce que derrière, faut rebuild. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, quoi. Et puis tu vieillis, hein, ouais, mon pote. Ouais. Hein, la gueule de bois, c'est plus les mêmes. quand t'as 25 ans, Ah, c'est bah, pas la même que c'est quand pas la t'en as même. 35 Pas ans. la même. Tu vas voir à 40, mec. Ah, il voit C'est plus. une Il semaine. verra pas. Ouais, Il verra c'est terminé. C'est terminé. fini. Ah oui, c'est fini ça. Eh oui, c'est terminé. D'accord. Et aujourd'hui, t'as une vie, tu dirais, genre, elle est saine, genre, sport, est-ce que t'es du genre sport, méditation, bain froid, Non. ou pas du tout? Je dirais pas du tout. Juste par rapport à l'alcool, mais déjà, ce que ça m'a apporté, c'est le fait de plus avoir la gueule de bois. J'ai l'esprit beaucoup plus clair. Ça, c'est super cool. Mon sommeil est bien meilleur qu'à l'époque. Quand je buvais, je dormais genre 3 heures, 4 heures. Et tu dors pas bien, c'est Je pas suis c'est meilleur. fatigué. constamment T'endors. fatigué. Transpire. Là, je sens que je suis plus vif. Mais sinon, niveau du sport, c'est très aléatoire. Là, récemment, je m'y suis remis.
mais ça dépend des périodes. J'ai du mal à garder une routine, comme je disais plus tôt. En ce moment, je fais du sport. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Donc, Plus longtemps possible, on espère. Et t'as des à côté autres que le poker que tu, je sais pas, est-ce que tu fais de la musique, des délires artistiques, tout ça, ou alors t'as essayé ou c'est pas du tout ton délire? J'en ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté assez tôt. J'en ai fait quoi, peut-être 8 ou 10 ans. C'est de pas mal piano, quand même. mais sans solfège et c'était ouais comme ça de manière tranquille. Autodidacte un peu? Non, je prenais des cours, Ok. mais sans tryhard, on va dire. Mais j'ai bien aimé. Je faisais un peu de musique classique au piano, j'aimais bien. Mais j'ai pas continué après le lycée. Et sinon, non, j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois dans ma vie. Comme je disais plus tôt, je suis un peu autiste dans ce que je fais. Quand je fais un truc, il faut que je le fasse à fond pour bien le faire. Et j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois bien. Ou peut-être que c'est des croyances limitantes. Ça c'est. Enfin, appeler Lolo. Putain, Lolo, il va être booké et tu vas le booker là pendant 1 mois tous les jours là. Non, mais ça me travaille un petit peu parce que j'ai passé beaucoup de temps à jouer au poker ces dernières années sans développer beaucoup d'autres skills. Donc, je pense notamment à ma culture générale. Quand j'étais dans mes études, je me considérais comme quelqu'un de globalement bien cultivé, enfin correct par rapport à la moyenne, on va dire. Et dernièrement, je me surprends à avoir des grosses lacunes, quoi. À force de faire que de jouer. Ouais, on est dans sa bulle, on fait ses trucs. Et quand je joue pas, je joue aux échecs ou je fais d'autres trucs, tu vois. Enfin, je Après, m'intéresse. les échecs, ça peut te permettre. Enfin, tu vois, le fait d'avoir des loisirs un peu qui te permettent de t'aérer le cerveau, tu vois, parce que on dit souvent que même quand enfin, tu vois, comme un sportif, en fait, le fait de prendre une petite respiration, une petite soupape, quand il retourne, bah, tu as aussi l'esprit un peu plus clair, plus reposé, et ça te permet de performer un petit peu mieux. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est important d'avoir, même si c'est pas, comment dire, ça développe pas, enfin, c'est un peu du geeking en quelque sorte, mais de faire autre chose que du poker, c'est sûr. Pour le coup, je l'abordais de manière très récréative, les échecs. Quoi. C'était en mode tilt. Des boulettes après move, tous les moves. du bullet sur le téléphone. Je pré-mouvais tout. Ah ouais? Ouais, j'y vais en plein tilt aux échecs. Moins cher de tilt aux échecs. Chichi, est-ce qu'on passerait pas sur une petite partie? Est-ce que, regarde là derrière toi, il y a une partie technique. Est-ce que tu connais les noms? Alors, t'en connais forcément, mais est-ce qu'il y a des gens que t'as joué? Je l'ai joué peut-être une fois. Vogelsang, je crois pas l'avoir joué. Samuel Moulour, je pense pas. Ben Hitz, je l'ai joué. Et Liang, je ne connais pas. Mais les autres, je connais, ouais. Eh bon, écoute, tout de suite, on va passer à la partie technique et on va voir ce qu'il en est. Oh, j'ai peur. La partie technique avec Chichi. Alors, bah écoute, tu vas mettre un petit peu les pieds dans le grand bain, puisqu'on est au Triton sur le 100K Main Event, le dernier qui s'est joué à Jeju. On est en TF, donc les stacks en présence. On va être dans la peau de Vogelsang en Big Blind, ok, avec Roi de Off. Tout le monde va folder. Je crois que je l'ai vu cette main. Tu l'as vu cette main? Bon, bah écoute, essaye d'y réfléchir, ne spoil pas le résultat si jamais tu t'en rappelles. Comme ça, au moins, on fera bosser Comanche parce que lui, je suis sûr qu'il l'a pas vu. Ça, c'est sûr. Alors, tout le monde va folder jusqu'à Ponakov qui va limp en small blind. Donc, face à un limp en small blind ici avec Roi de Off en bébé, est-ce que on ISO? Est-ce que tu check back? Donc là, il couvre la small blind. Pourquoi ils disparaissent? Ouais, parce qu'ils ont fold. Ils sont 3? Ah, ils okay. ont fold. Là, il va limper. Voilà. Est-ce qu'on ISO ou est-ce qu'on check back? Pour voir les autres stacks en présence. Alors, les autres stacks, c'était 9 et 13. On est deuxième en stack. Ouais. Mais en gros, il peut mettre beaucoup de pression parce qu'il y a 2 shorts. Mais c'est la catégorie de main qu'on peut se permettre d'ISO. On peut prendre beaucoup de trash aussi, des 9-5 off, 9-4 off. C'est des combos qui peuvent être pris en ISO ou en check. Les EV sont égales, clairement, entre check et ISO ici. Donc, peu importe, je suis indifférent. Peu importe, t'as pas une préférence, toi, au niveau de ta strat? Tu les prends beaucoup en ISO, ces spots, ou pas trop ça? Je mixe, je regarde les suits de mes cartes et selon la catégorie de combinaison, il y en a qui sont plus ISO par la GTO que d'autres, et il y en a que je vais ISO 100%, d'autres 50%. Je vais jamais faire 75 ou 25 par contre.
Mais ouais. Genre, en gros, quand tu dis que tu regardes ton sous, c'est-à-dire par exemple, tu randomises en te disant, ok, dès que j'ai le droit de pique, je le prends pour être sûr de ma fréquence. Je fais ça pour le pré-flop, pour le post-flop. Après, faut faire attention parce que si tu l'as fait au pré-flop, tu peux plus le faire pour le post-flop. Ouais. Enfin, tu vois. Mais j'utilise beaucoup les sous de mes cartes. Ça évite de rater la cloque. J'ai peur de ce que ça donne des tels ou quoi. Mais pique, cœur, carreau, trèfle. Je regarde la première carte de gauche. Si c'est un pique, c'est la fréquence la plus agressive pour moi. Ok. Et parfois, quand je veux faire des trucs vraiment low fréquence, quand j'ai piqué cœur, ça m'excite. Écoute, là, on a pique, donc on va ISO. Ouais. Donc on raise et Ponakov va call. Ok. Donc on va voir un flop. Un flop, bon, j'ai envie de dire très connecté, mais on fait top pair. Roi, dame, valet avec un flush draw. Donc on a top pair, évidemment, plus petit kicker. Ponakov va check. Est-ce qu'on check back ou est-ce qu'on bet? Moi, dans ma stratégie, je sais que je ferai un check back ici. Je me souviens pas de la, enfin, je me souviens de la main, je pense, mais pas de comment il l'a joué. Ok. Je passe spoil sur l'action. On a ISO de nous. On a ISO roi 2 parce qu'on est cheap et qu'on couvre Ponakov qui avait 30 bébés, donc on lui met la pression. Ici, je checkerai, j'en suis sûr. No-brainer pour moi. Je sais pas ce que fait la GTO, mais je checkerai. Mon raisonnement, c'est que dans notre range d'ISO, on aura beaucoup de trash qui ont complètement miss. Et lui, il a une range de call aussi qui assez connecté middle quand même, qui touche pas mal ce board. Quoi. Aussi. Et nos trash complets ne peuvent pas commencer à se permettre à bet flop. C'est trop. Enfin, T'auras pas assez d'équité pour. Tu vas trop give up turn ou alors te mettre à 2 barrels sans équité à la turn, ce qui n'a pas de sens. Du coup, tu veux commencer par, au final, pas mal check flop, je pense. Et tu vas vouloir avoir une stratégie sélective au flop entre des bons value bets qui peuvent continuer à value les turn et les river et des bluffs. Et ça rentre pas dans la catégorie des mains que je veux value bet. Là, tu veux te polariser dès le flop et ça va pouvoir limite prendre deux, voire une street de value. Ça peut catch des probes adverses. Ça rentre très bien dans le check back flop. Ouais. On va check back. Ouais. Check. On voit donc la turn. La turn est une grosse blanquiche. On tape presque à côté pour deux paires. 3 de trèfle. Et là, Ponakov va bet. Donc il bet 5 dans 8. Du coup, si on call il y a 13, il restera 2 fois le pot. Okay. Il met 5 dans 8. Ouais, si on call, on aura un SPR 1.2 quoi. Globalement, il y aura un 23 pour 18. Est-ce qu'on peut faire autre chose que call ici? Non. Il y a que call comme option. Call. Je regarde juste à Poniakov si j'aurais fait ce sizing avec. Enfin, je sais pas s'il joue avec plusieurs sizing. Il fait 2 millions dans 3 millions. Là, je préfère en blind. Je préfère en blind. Mais je pense que. Ouais, il doit y avoir plusieurs sizing en SB. Il y en a un qu'on veut avoir plus cher. La BB, elle est capée et il y a des mains qui veulent tout mettre. Après, c'est drawy, il y a des rivers qui changent la texture. Donc le 10, un carreau. Donc peut-être qu'il veut se polariser plus river. Souvent, quand le board est très drawy, mais c'est plus le cas au flop. On veut pas adopter des sizing trop élevés parce que les équités vont être trop distribuées. Ouais. Mais ok, il fait 5. Donc là, on a un call, je pense, assez facile. Hein. On va call. On va voir la river, qui est une blanquiche, globalement. Un nouveau trèfle, le 8 de trèfle. Donc roi, dame, valet, 3, 8, avec un flush roi carreau au flop Camis. Énorme brique. La seule main qui améliore chez Poniakov qui pourrait nous battre maintenant, c'est roi 8. C'est une 2 paires, quoi. Ouais, voilà. C'est la seule 2 paires. Mais qui était déjà devant au final. Il ne bête pas la turn, valet 8 non plus. Ouais. Je change pas des masses. Et donc Poniakov va jam en se laissant un petit jeton à la classique derrière. Donc là, voilà, on a un hero call pour un big pot pour le coup, parce que si on fold, donc on serve 32 big blinds, ce qui est un stack totalement décent à ce moment-là. Par contre, si on perd ce coup, on passe short stack. Donc quand même vraie décision pour notre tournoi. Non, mais je pense qu'on a une bonne main à call. On préfère presque avoir roi 2 que roi 9 ou roi 10. À part si, après avec roi 10, on peut split contre roi 10 adverse, il value très très fine. Mais on débloque des bluffs avec les 9 et les 10. On a un roi, c'est une carte très importante. On n'a pas de carreau en main. C'est pas un 2 de carreau. Ça me choque pas. Call. Mais pas content, quoi. On bat pas les value bet adverses, donc forcément on a un bluff catcher, c'est très break-even, quoi. Mais je pense pas que je fold cette main à la river. Ok, même sur le fait qu'on ait un. Bon, alors là, Et puis c'est Poniakov en SB. Qui peut être plus aggro. Comment je partirais pour un hero call? Moi, j'essaie d'avoir des rides puisqu'il se rappelle de la main.
Donc s'il se rappelle de la main, là, il dit call, non, si, call. Non, je dis pas ça en mode héros. Vraiment, j'aime. Mais la façon j'aime dont ce tu l'as spot. dit, t'as dit. Ouais, je comprends qu'on puisse call. Enfin, je sais pas, la façon dont tu as dit, moi j'essaie d'avoir plus des rides sur toi que sur. Peut-être que je suis héros, Mais call me choque pas, on va dire. Parce que là c'est vrai que je connais le résultat, donc c'est compliqué. De toute façon, non, mais en vrai. Parce que là, si je connaissais pas le résultat, je me dirais, attends, Dame Valet, As-10. Ouais, c'est clair. C'est sûr que des nuts, As-10, 19 suit, Fof même, mais je pense qu'il peut lim call. 19 off, ouais, parce qu'on a fait un ISO à 3, un petit peu plus de 3x. Est-ce que chez nous aussi, on a au niveau de notre range de check-back, tu vois, il faut voir aussi à quel niveau on se situe avec notre 3-2. Tu vois, est-ce qu'on check-back beaucoup plus tronc? Est-ce que par exemple, une main comme. Moi, je pense qu'il y a des doubles paires qui sont importantes à check-back de temps en temps. Est-ce qu'une main pour les mêmes raisons. Est-ce qu'une main comme aussi, vu que le fait qu'on soit en TF, qu'il y ait quand même des risques premium importants, est-ce qu'on va pas beaucoup check-back? Même une main comme As-Roi, est-ce qu'on la bête tout le temps, tu vois? C'est pas dit qu'on bête tout le temps, tu vois, As-Roi. Non, c'est pas dit. Ça me choquerait pas. Ça me choque pas de check-back. Les deux doivent être OK. Mais même des doubles paires, je serais pas choqué que la GTO check-back de temps en temps, un Dame-Valet, tu vois. Ça me choquerait pas. De toute façon, Dame-Valet, on va pas ISO préflop très souvent du tout. Ouais, c'est ça. Donc, non. Donc, on la prendrait plutôt en call. Comment je call, fold? Et une main pour Nakov. Si on a Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, As-10, c'est des mains qui vont bet flop et on n'a pas des doubles paires tant que ça. On va essentiellement check versus limp, Dame-Valet, Roi-Valet et tout. Donc si on colle pas ça, on va coller quoi? Roi-3, Roi-8. Roi-8, on check pré-flop, je pense. Dame-3, Valet-3. Mais ce qui change pas, au final, Roi-3, Roi-8, en vrai, c'est la même force de main, ça change rien. Parce que lui, Non, je parle de nous en bébé, on va pas forcément beaucoup vouloir ISO Roi. Ah, tu parles ISO, ok. Oui, Roi-8, on va pas ISO. Roi-3, si, on va ISO, quoi. On peut de temps en temps. C'est moins. On va le faire plus souvent qu'avec des mains comme Dame-Valet ou des trucs comme ça qu'on va préférer check. Alors, comment lance-toi. Il me fait tourner en bourrique, là, parce que j'essaie d'avoir des rides sur toi et j'étais parti pour call. Maintenant, j'ai envie de fold parce que. Je sais pas. Allez, je pense que. Ah, tu connais pas Non, il connaît pas la main. Il connaît pas la main. Tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, t'induces pas sur un. Non. Si, ça m'induce sur un truc, mais bon. Les champions OPT, si t'induces trop facilement, je savais pas que tu connaissais pas, j'ai vu le spoil. Il voit jamais les mains. Bon, c'est bon. Donc si tu penses que tu m'as spoil, je vais call. Et je vais call. Et alors, par contre, je vais essayer de lui trouver un. J'essaie de. En fait, comme tu dis, moi, j'ai du mal à trouver un. Dans ces bluffs, est-ce que. Genre, en fait, on est quand même censé avoir une range de check-back protégée. Donc, en fait, il va donc probe la turn avec quelque chose qui a un peu d'équité. De toute façon, il a lim call déjà. Le fait qu'il ait lim call, donc. Oui, il a pas 10 de off, quoi. Non, mais tu vois, il a pas 10 de off, mais est-ce qu'une main, tu vois, je sais pas, une main comme Valet 9, est-ce que ça sert à rien de probe? Il a aucun intérêt de probe la turn. Donc en fait, il va probe avec aucune roi dame valet. Il va probe avec des des rois, il peut. Si, des rois, il peut. Roi 10, il peut. Ouais, mais alors du coup, non, mais je parle. Là, on est en value. Oui. Donc là, si j'essaie de lui trouver. J'essaie de lui trouver un bluff, il faut qu'il probe quelque chose qui a de l'équité, mais qui a pas de showdown value. Donc en gros, ça voudrait dire un 10x ou un 9x et des 9x qui ont collé pré-flop et qui n'ont pas de showdown value, il reste que des. Il va rester que des 10 et je sais pas, des. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Parce que 10 et 8, ça fait une paire, 10 et 7 ça peut être des as aussi de temps en temps. Quelques as, je pense. Parce que oui, on est devant. Un six flush draw. Ça peut être quelques as, même pas sans flush draw. Hein. Non, mais avec le bloqueur, avec un carreau pour obtenir plus de fun, genre un as 6. Ouais, un as qui est lim call pré-flop. Du coup, ça devient un moins bon bluff river. Non, mais un as 6 avec un carreau, genre pas l'as de carreau. Genre. Ouais, à 5 avec un A5, un A7 avec le 7 de carreau. Après, il y a beaucoup d'as qui peuvent limp re-raise ou limp shove aussi. Il en reste plus beaucoup qui arrivent du coup. Non, mais tu vas pas tout limp shove avec 30. Est-ce qu'il peut transformer est-ce que s'il se retrouve avec une main comme 8 et 9 river, le fait qu'on a prop turn et qu'il a call, enfin qu'on a call IP, il se dit il a finalement pas assez de showdown value avec un 8 ou ça reste trop haut? Je pense pas qu'il aurait. Je sais pas sa stratégie en SB, mais je sais pas s'il aurait prob 8 et 9.
Sachant que quand tu fais ta straight, qui Ouais. est l'un des meilleurs outs, au final, t'as même pas un value bet river. Je pense que c'est un. Je pense qu'il aurait pas bet un bon prob. je pense qu'il aurait bet un 10 ou des flush draw. Ouais, c'est ça. C'est Ou alors se 9. polarise à un 10, mais du coup, un 10 qui a pas de paire, ça reste genre. Parce que c'est quoi le bottom de tes 10 que tu lim call 10 et 6 suit, est-ce que tu vas lim call? Ouais. 10 shoot, oui. Ouais, C'est ouais. ton bottom. mais Donc en vrai, il y a Même 10, pas. 17, non? 10-5 shoot. En dessous, tu peux peut-être y aller aussi. En fait, ça dépend à quel point tu penses réaliser ton équité. Contre des joueurs qui vont avoir des fréquences de bêtes et de barrels trop élevées, tu vas pouvoir être plus tight. Mais contre d'autres, a priori, je pense Vogelsang fait partie des gens qui sont tight, je pense, en high stakes. Je pense, peut-être que je me trompe. Je pense qu'on réalise plus d'équité contre ce type de profil. Donc, coup, tu écoute, peux je vais descendre prendre. en Moi, je cherchais une main comme ça, donc je vais prendre 10 et 6 alors. 10-6 shoot, ok. Donc tu pars pour call et il a 10 et 6 shoot. Alors, Thomas, bon, toi, tu connais le résultat de la main. Alors, si tu me dis, je fold, franchement, t'es vraiment fort. Hein. Non, Thomas, il a dit je colle. Moi, Non, je pense que je colle, ouais. Toi, Et tu tu te colles. rappelles de la main ou pas? Ouais. Tu te rappelles de la main? Bon, on va regarder la Allez, main vas-y, en alors, direct. Attends, tu te rappelles. On a vas-y, payé. Ross, tu te rappelles bien. Il Et avait on quoi a 10 et 6 suits. et on a Tu sais, c'est un peu tu sais, le maître, le prof à l'école qui te fait faire tout le truc à la fin. Tu fais, la réponse c'est 5, mais il a fait tout le travail pour toi, tout le cheminement. Et... Ah, t'avais un petit induce, mais allez, elle est belle. Bravo. Je pars en vacances et je t'ai laissé un peu de gaieté, ça me fait plaisir. Ah, franchement, là, je suis content. Ah, Bravo. Nice. Non, mais tu peux aller, tu vois, tu peux les règles, les tritons. C'est facile. mais je fais que de leur dire. C'est facile. Mais après, ils me demandent de payer le buy-in. Demande un Smardex. Non, Spardex. Mais t'as quoi un peu comme dans ton palmarès? J'ai trouvé la main de la partie technique avec Thomas Echen. Ça fait plaisir. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil en fait quand on t'explique le principe. Et de toute façon, le poker c'est que des ranges déjà. C'est ça. il faut si tu Et bon, mets en des ranges. BBB, t'as des ranges très larges quand même. C'est pas les plus simples. C'est pas les spots les plus simples. Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai aucune idée des ranges de lim call. Et en plus, 25 deep machin. Donc non, mais très Ça, très c'est intéressant. un spot. D'ailleurs, il faut que je passe du temps à plus étudier le BVB dans les POISO. Mais c'est un spot qui est très mal joué en live. Je joue plus trop online, donc je sais pas online comment ça se passe. Mais les joueurs ont tendance à se bet trop haute fréquence pour des petits sizings, même sur les boards SI. Alors qu'au final. C'est souvent l'ASB qui a l'avantage. Ils se rendent pas compte Et dans plein en de fait, situations. tu as beaucoup de check-back en BB quand tu es ISO, même sur les boards SI. Et quand tu bêtes, tu veux bet cher du coup. Tu vas être polarisé. Polarise. Ouais. Et non, tu peux pas te permettre de bet tes trash, un tiers pot, et après à la turn, tu fais quoi? Tu check back, cool. Enfin, tu vois, ça joue trop mal. Ça va beaucoup dépendre des fils que tu joues aussi, parce que sur les fils comme ça, ils vont avoir des ranges plus proches de la théorie, donc dans ce type-là. Dans des buy-in beaucoup plus low, globalement, ça, ils ont que mergé et c'est pure value. Donc en fait, là, ça fait sens, tu vois, qu'ils bettent plus sur les high boards des fois, parce que les ranges, oui, si, naturellement, ils ont ces ranges-là, tu vois. Exactement, ça dépend clairement de la range que tu utilises au C'est ça. S'il n'y a pas de trash au final, Oui. tu vois, il y en a, ils n'ont pas de trash. Là, ça fait du sens. Ouais. Oui. Ça fait du sens. Thomas, j'en profite. Il y avait une ou deux questions là dans le chat sur YouTube. Il y a quelqu'un qui nous demande si tu jouais en PLO5. Qu'est-ce que tu pensais de ce jeu et de sa popularité grandissante? C'est un bon. Depuis qu'il a arrêté l'alcool, il joue plus. Le PLO5. J'ai beaucoup joué en PLO5 pour le coup. Heads up aussi. D'ailleurs, en TF, il y avait Anton Suarez en TF de l'EPT Barcelone. C'est un joueur de PLO. Ouais. Et j'ai pas mal joué en PLO5 HU contre lui sur Wina. Ok. Excellent joueur. Le beau gosse avec la chemise. Et ouais, non, il est très fort. Et non, je kiffe le format. Après, c'est un format que j'ai jamais étudié. T'inquiète, personne. Si, il y en a, mais c'est vrai que quand tu vois les solvers, tout ça, on est loin. Il y a J'ai pas jamais encore mis la tête dedans, ça me donne pas envie là d'aller sur le mastermind et de regarder un peu. Oh. Non, mais c'est surtout que les solvers sont beaucoup moins user-friendly Oui, c'est ça. que C'est ça. Il n'y a pas de solver. matrice de range. Ouais, c'est ça. Un solver, c'est tous les combos. Ça fait mal, ça donne pas envie. Mais Taper ton bottom, quoi. Mais du coup, c'est un bon spot pour grind online, je pense. C'est comment dire, c'est moins solvé. Enfin, c'est pas que c'est moins solvé, mais le niveau moyen est plus faible. C'est on moins a bossé, dit en quoi. PLO. Ouais, Ouais. clairement. Ouais. Et le PLO4, tu touches encore un peu? Je jouais quasiment que du PLO5 quand je jouais online. Et un petit peu de PLO4, HU pour, voilà, juste histoire d'avoir du volume quand il y avait rien qui tournait. Mais je préférais le PLO5. Mais j'aime les deux, en vrai, j'aime les deux. Et donc là, donc aujourd'hui, entre la short track, le PLO5, toi, si tu devais remettre les mains dans le cambouis, ça serait dans quoi? Les spins, t'as toujours Non, tous les formats. Ça donc serait certainement pas les spins. Alors ça ne m'attire pas du tout. Trop de cartels et de...
Et je sais pas, ça m'attire pas trop. Un truc qui m'attirerait, si vraiment j'y vais en mode pour me faire plaisir, ça serait de réétudier le HU et de jouer en heads-up en fait. Mais de vraiment étudier. Heads-up Hold'em Hold'em ou PLO, mais en mode bien faire les choses. Pas en mode touriste comme j'ai pu le faire en PLO 5 sur Wina. D'accord. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. Attends, non, mais j'avais une dernière question aussi. Une dernière question, parce que j'aime bien le petit point pop culture. C'est quoi ta reco du moment film ou série? Ou bouquin. C'est marrant, j'ai vu que vous aviez cette section, j'ai regardé vite fait. Et je savais pas que. Ouais, c'est récent, non, cette section? Non, c'est de temps en temps. Ouais, de temps en temps, elle pop, de temps en temps, on a envie de savoir. Vous ciblez la mauvaise personne. Non, mais je veux dire un bouquin que j'ai adoré, ça fait longtemps que je l'ai lu par contre, mais j'ai dû le lire 2 fois. Et la 3e avec les prises de notes que j'ai prises dessus. Mais ça s'appelle Le moine qui vendit sa Ferrari de comment il s'appelle, Robin Sharma. Donc c'est basé sur une histoire vraie. Il me semble qu'il est américain et en gros il est avocat, il a une vie, il vit à 100 à l'heure, il a une Ferrari, d'où le titre. Et un jour il tombe dans les pommes pendant un trial. Putain, j'ai le mot. Oui, un événement. Un procès. Un procès, ouais. Et son médecin lui dit qu'il faut qu'il ralentisse, sinon c'est une question de temps avant qu'il meure, ouais. Et il y a sa femme qui le quitte à ce moment-là, et il se dit, bon, il part au Tibet à la recherche d'une communauté pour s'enrichir, développement personnel, quoi. Et il atterrit, bon, je vais la faire courte, il atterrit dans cette communauté où il apprend pendant 1 mois ou 2 pas mal de choses. Et la communauté en question lui dit qu'elle est OK de lui transmettre tout ce qu'elle a à transmettre, à condition que quand il rentre aux États-Unis, il partage ça avec les gens qui connaissent, quoi. Et du coup, il a écrit ce livre et où il écrit tout ce qu'il a appris là-bas. Et c'est très inspirant. Après, je dois dire que ça fait longtemps que je l'ai lu et je me rappelle plus en détail de ce qu'il y a dedans. Mais ça t'avait marqué au moment où tu l'as lu. Ça m'a marqué, ouais. Ok, très bonne reco. Moi, j'aime bien. J'aime bien le pitch. Ouais, le pitch, il donne envie en tout cas. Écoute, merci beaucoup Thomas. C'était vraiment trop cool de repasser nous voir une 3e fois. J'espère que tu repasseras encore. Prochaine win. Je sais pas qu'est-ce que tu vas encore gagner. Un triton là, let's go. 10 millions maintenant, bientôt peut-être 10 millions. Peut-être le challenge sera lancé. De toute façon, en général, moi j'aurais fait un challenge si j'avais été toi. Parce qu'en général, tu vas faire un petit tournoi et tu le bookes. En même temps, il n'y a pas de win à 10 millions au triton. Si. 10 millions. Mais le 1 million, il faut faire le. On n'a pas beaucoup de 10 millions. Comment il s'appelle l'Argentin, il n'avait pas gagné 12 millions là. José Barbero? Non, le DJ, sponsor par PokerStars. Ah, le Coco? Le Coco. Il a gagné le main, mais est-ce qu'ils dépassent tous les 10 millions? Non, c'est très rare. Mais c'est un triton, ça? Non, c'est les Paradise WSO, c'est pas. Puis c'est un bain que je compte pas jouer non plus. Je crois que c'était un 250K, il me semble. Ah, ok. Non, mais le main event des World Series, pourquoi pas. Voilà. Et là, j'ai fait 47e, pourquoi pas premier. C'est vrai. Ça, tout est possible. On te le souhaite. Merci beaucoup Thomas, et puis continue de comme ça, continue ta route avec toute l'inspiration et toute la force qu'il faut. Et merci puis mon chichi, toi, je vais te souhaiter aussi des bonnes vacances puisque tu m'abandonnes pendant 2 semaines pour aller au pays du soleil levant. 3 semaines, ça va faire plaisir. 3 semaines au Japon. Japon. Une radio, tu vois, je pars d'une radio, je reviens tout pile pour une radio. Donc la semaine prochaine, a priori, attends, c'est la semaine prochaine. Ouais, j'ai un invité, je suis en tête-à-tête avec un invité, on va parler de mental. Et puis dans 2 semaines, ça sera les 2 derniers des 4 fantastiques, puisqu'on a déjà eu 2. Je suis pas là pour les fantastiques. Ouais. Tant mieux. Voilà. Je les adore. Je les embrasse. Merci beaucoup. Merci à Clara, à la technique et Héloïse aussi. Et puis nous, on se donne rendez-vous à Chichi dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines avec moi et dans 1 semaine avec toi. Ça sera. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao. Ciao.